Un PDG milliardaire s'apprête à héler un taxi lorsqu'il aperçoit son ex-petite amie accompagnée de 3 filles. L'une d'elles s'exclame « C'est l'homme à cause de qui maman pleure tous les soirs ». Il entend ces mots et reste sous le choc en découvrant la vérité. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Les jours de pluie à New York n'avaient jamais été cléments avec Wesley Cole. Il se tenait à l'angle de la 5e avenue, son costume italien trempé malgré le maigre abri offert par l'auvent de l'immeuble. La pluie dévalait le verre trempé de la tour de bureau derrière lui, comme si le ciel lui-même déversait des semaines d'eau accumulées. Wesley leva une nouvelle fois le bras, tentant d'attirer l'attention d'un taxi, mais les véhicules jaunes passaient, bondés de passagers, ou ignoraient tout simplement le cadre trempé. Sa mallette en cuir, achetée à Milan lors de son dernier voyage d'affaires, commençait à foncer sur les bords à cause de l'humidité persistante. « Ne porte jamais de parapluie », disait toujours son père, « et tu ne dépendras jamais de rien d'autre que de toi-même. » Ce conseil, comme tant d'autres du vieux James Cole, se révélait inutile au moment où il en avait le plus besoin. Le travail l'avait consumé ces dernières 72 heures, 3 jours enfermé dans une salle de conférence à mener l'acquisition d'une entreprise plus petite mais prometteuse. Wesley dirigeait sa propre firme technologique, qui était passée d'un minuscule bureau partagé à un empire occupant 3 étages entiers de l'immeuble derrière lui. L'année passée, la valeur des actions de l'entreprise avait triplé, le rendant non seulement riche, mais puissant. Pourtant, rien de tout cela ne semblait avoir d'importance à cet instant, trempé jusqu'aux os, l'eau ruisselant sur son visage comme si le ciel tentait de laver tout ce qu'il avait construit. Ses pensées furent interrompues par la lueur tamisée des phares d'un taxi qui s'arrêta enfin. Wesley s'avança, la main déjà levée en signe de remerciement, quand il réalisa que la voiture était déjà occupée. Le taxi s'arrêta quelques mètres à sa droite et la portière arrière s'ouvrit. C'est alors qu'il la vit. Nena. La femme qui sortit du taxi portait un sac coloré et tenait un petit parapluie violet. Même sous la pluie, elle avait toujours cette démarche gracieuse, comme si elle dansait à chaque pas. Ses cheveux, désormais plus courts que dans son souvenir, encadraient son visage en vagues sombres que la pluie plaqua rapidement sur son front. Wesley sentit son corps se figer sur place, incapable de bouger, tandis que le temps semblait ralentir. Cela faisait 5 ans qu'il ne l'avait pas vue. 5 ans qu'il avait décidé que sa carrière valait plus que leur relation. 5 ans qu'il avait passé l'appel téléphonique qui avait tout changé. Nena le vit aussi. Ses yeux bruns croisèrent les siens un instant, si bref que cela aurait pu être son imagination, mais tout son corps se raidit d'une manière qu'il connaissait bien. Elle faisait toujours ça lorsqu'elle recevait une nouvelle qui lui déplaisait. De l'intérieur du taxi, une petite main émergea, tenant un autre parapluie, celui-ci vert citron. Puis un enfant sortit, puis un autre, et enfin un troisième. 3 filles, si semblables qu'elles ne pouvaient être que des triplés. Toutes 3 portaient des imperméables de couleurs vives différentes. Un rouge, un bleu, un jaune, comme de minuscules feux de circulation se détachant sur la grisaille pluvieuse de New York. Leurs traits étaient indubitablement similaires à ceux de Nena, ses mêmes grands yeux, la même forme des lèvres. Et autre chose, quelque chose qui serra le cœur de Wesley d'un sentiment étrange. Wesley sentit l'air quitter ses poumons. Combien de temps cela faisait-il ? 5 ans. Les chiffres se mirent à tournoyer dans sa tête, des chiffres qu'il essayait de repousser mais qui refusaient de disparaître. Si ses enfants appartenaient à Nena, et c'était manifestement le cas, alors quand exactement ? Nena murmura quelque chose aux filles, ajustant le parapluie pour les protéger de la pluie. Elle semblait déterminée à ne plus croiser son regard, mais il y avait une tension dans ses épaules que Wesley reconnut, la tension de quelqu'un qui essaie de garder son sang-froid. L'une des filles, celle au manteau bleu, se tourna pour le regarder. Elle avait des yeux intenses, observateurs, avec une sorte d'intelligence qui semblait franchir la distance qui les séparait. Quelque chose dans la façon dont elle relevait le menton lui parut étrangement familier. « Maman, qui est cet homme ?» demanda-t-elle en pointant Wesley du doigt avec une assurance qui ne correspondait pas à sa petite taille. Nena tenta de les éloigner, abaissant doucement le bras pointé. « Personne d'important. Allons-y, nous avons des courses à faire, » dit-elle, sa voix essayant de paraître désinvolte, mais Wesley put l'entendre trembler légèrement, même à cette distance. Mais celle au manteau rouge s'était déjà tournée aussi, ses yeux curieux fixés sur lui. Elle avait un air plus sauvage, des cheveux s'échappant de son petit chapeau, des mèches humides collées à son front. « Je l'ai vu sur une photo, » dit-elle avec cette honnêteté brutale que seuls les enfants possèdent. « C'était sur ta table de nuit, n'est-ce pas, maman ?» Nena ne répondit pas, se contentant de serrer plus fort la main de la fillette.
Wesley pouvait voir sa respiration s'accélérer, voir comment elle se mordait la lèvre inférieure, une habitude qu'il connaissait si bien, d'un autre temps, d'une autre vie. La troisième, vêtue de jaune, plus silencieuse que les autres, s'approcha de sa mère et lui prit la main. Elle semblait plus observatrice, ses yeux allant de Wesley à sa mère, percevant la tension dans l'air avec une conscience dépassant ses quelques années. « C'est l'homme qui fait pleurer maman tous les soirs », déclara-t-elle d'une voix si claire qu'elle trancha le bruit de la pluie comme une flèche acérée. C'était comme si on avait jeté un seau d'eau glacée sur Wesley. Pas la pluie qui le trempait déjà, mais quelque chose de plus profond, de plus coupant. Les mots de l'enfant, prononcés avec la simplicité abrupte de la vérité enfantine, le frappèrent comme un coup physique. Son corps réagit instinctivement, faisant un pas vers elle sans réfléchir. « Nena », parvint-il à dire, sa voix presque engloutie par le rugissement de la tempête. Elle le regarda enfin, face à face. Son expression, qu'il avait mémorisée des années auparavant, ligne par ligne, avait changé. Plus fatiguée, plus forte. La douce jeune fille avec qui il avait partagé un minuscule appartement à Brooklyn était devenue une femme avec des rides marquées au coin des yeux et une fermeté autour de la bouche. Ce regard, cependant, ce regard, il le reconnut. C'était le même qu'elle lui avait lancé la dernière nuit qu'ils avaient passée ensemble, lorsqu'il lui avait annoncé son départ pour la Californie. Un regard qui disait « Tu me fais du mal, mais je ne te montrerai pas à quel point ». Nena ne dit rien. Elle se contenta de le regarder, et dans ce regard, Wesley vit 5 années de nuits solitaires, de sanglots étouffés dans les oreillers, de doutes et de colère, et pire que tout, une douleur qu'il avait causée puis fuit, la laissant seule y faire face. La fillette au manteau bleu tira sur la manche de Nena. « Maman, j'ai faim », dit-elle, rompant la tension du moment. Nena cligna des yeux, comme sortant d'une transe, et reporta son attention sur ses filles. « Venez les filles », dit Nena, sa voix contrôlée, se forçant à paraître normale pour les enfants. « Nous devons acheter les ingrédients pour le dîner. » Sans un autre mot, sans un autre regard, elle se tourna et commença à s'éloigner, les 3 petites silhouettes colorées la suivant comme des canetons suivant leur mère. La fillette au manteau bleu regarda par-dessus son épaule une dernière fois, ses yeux fixés sur Wesley avec une curiosité qui le fit frissonner. Il y avait quelque chose dans ce regard, quelque chose de si familier que ça faisait mal. Le taxi démarra, éclaboussant d'eau de pluie ses coûteuses chaussures italiennes, qui lui semblaient maintenant absurdement chères et inutiles. Des gouttes perlaient du bout de son nez, du bord de son menton, comme des larmes involontaires que son corps versait pour lui. Wesley resta là, immobile sous l'averse qui martelait maintenant sa tête de toute sa force. Son téléphone vibra dans sa poche. Très probablement son assistante, demandant où il était, quand il serait de retour au bureau, quelle décision devait être prise. Ses emails non lus devaient s'accumuler, des cadres attendant son approbation pour avancer sur un contrat de plusieurs millions de dollars. Il ne répondit pas. Rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. Ses pieds se mirent en mouvement, presque de leur propre chef. Pas vers le bureau, pas vers un autre taxi, mais en suivant le chemin que Nena et les 3 filles avaient pris. Une partie de lui savait que c'était de la folie, qu'il devait retourner au travail, qu'il avait une réunion dans moins d'1 heure avec des gens qui avaient traversé un continent juste pour le voir. Mais tout cela semblait appartenir à une autre dimension maintenant, lointaine et insignifiante. La pluie ne montrait aucun signe de vouloir cesser, et Wesley marchait comme un homme en transe. Les gens passaient, certains le dévisageant avec curiosité. Après tout, il était inhabituel de voir un cadre en costume coûteux errant sous un déluge sans même essayer de se couvrir. Une dame âgée lui offrit un parapluie de rechange, mais il l'entendit à peine, ses yeux fixés sur les 4 silhouettes devant lui. Quelques pâtés de maison plus loin, il vit le quatuor entrer dans une épicerie de quartier. Wesley s'arrêta, indécis. Entrer forcerait une confrontation à laquelle aucun d'eux n'était prêt. Les enfants ne méritaient pas d'assister à ce qui pourrait devenir une scène difficile. Mais rester sous la pluie, à attendre, attendre quoi? Que espérait-il obtenir? Les mots de la fillette en jaune résonnaient dans son esprit, c'est l'homme qui fait pleurer maman tous les soirs. Nena avait pleuré pour lui. Pas seulement à l'époque, mais pendant des années. Et les enfants le savaient. Que savait-il d'autre? Qu'est-ce que Nena leur avait dit de lui? À quelques portes de l'épicerie, il y avait un café avec une petite terrasse couverte. Wesley s'y dirigea, s'asseyant sur un banc en bois usé qui craqua sous son poids. De là où il était assis, il pouvait voir l'entrée du magasin, bien que partiellement cachée par un étal de fleurs vives qui défiait la grisaille du jour. Une serveuse s'approcha, l'air préoccupé par l'état détrempé de son client. « Ça va ?» demanda-t-elle, puis ajouta « Besoin d'aide ?»
Sa voix portait une pointe d'impatience typiquement new-yorkaise, mais aussi une once de réelle préoccupation. « Un café noir », répondit Wesley sans quitter des yeux l'entrée de l'épicerie. « Vous êtes sûr de ne pas vouloir une serviette aussi ?» demanda-t-elle en haussant un sourcil devant son apparence misérable. « Juste le café, merci », marmonna-t-il en sortant quelques billets humides de son portefeuille. La serveuse haussa les épaules et partit. Wesley resta immobile, l'eau dégoulinant de ses cheveux, formant une petite flaque à ses pieds. Assis là, trempé et abasourdi, Wesley sentit le passé revenir comme un film qu'il ne pouvait s'empêcher de regarder. Les moments cruciaux qu'il avait menés ici se déroulaient dans son esprit avec une clarté douloureuse. 5 ans plus tôt, Nena et lui partageaient un petit appartement à Williamsburg. Elle étudiait le design, travaillait à temps partiel dans une galerie. Il venait de lancer sa start-up, passant des nuits blanches à coder, espérant impressionner les investisseurs. Ils étaient jeunes, amoureux, pleins de rêves. Les bons jours, quand il concluait une petite affaire, il lui apportait des fleurs. Les mauvais jours, elle lui massait les épaules tendues pendant qu'il fixait l'écran d'ordinateur pendant des heures. Le jour où tout a changé. L'offre d'investissement substantielle, mais avec une condition, déménager sur la côte ouest. 4 mois maximum, avait-il dit. C'était la chance dont il avait besoin, le moment pour lequel il avait travaillé pendant toutes ces nuits blanches. La dispute. Nena pleurant, le suppliant de ne pas partir ou de l'emmener avec lui. « Je ne peux pas me permettre de distraction maintenant, Nena. C'est ma seule chance. Tu ne comprends pas ? Je comprends parfaitement, ouah. Tu choisis. Ce n'est pas un choix, c'est une nécessité. Je serai de retour avant même que tu ne t'en rendes compte. » Leur dernière nuit ensemble. Le silence pesant pendant qu'il faisait ses valises. La façon dont elle se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, le regardant partir. Sa légère hésitation à la porte. Le dernier baiser, au goût de larmes. Mais 4 mois se transformèrent en 6, puis en 1 an. Le succès vint rapidement, écrasant. Investisseurs, contrats, expansion. Wesley se jeta dans le travail avec une intensité qui ne laissait de place à rien d'autre. « Je reviens bientôt, devin, peut-être que tu pourras me rendre visite. » Puis de longs silences au téléphone. Les appels de Nena se firent moins fréquents, ses messages plus courts. Leurs appels vidéo devinrent gênants, comme s'ils se parlaient à travers une vitre de plus en plus épaisse. Jusqu'au jour où Wesley réalisa qu'il ne lui avait pas parlé depuis presque 1 mois. C'est alors qu'il prit la décision. Il se persuada que c'était mieux pour eux deux. Nena méritait quelqu'un de présent, quelqu'un qui pourrait lui offrir une vie normale. Pas un bourreau de travail tellement obsédé qu'il oubliait à peine de manger. Pas quelqu'un qui reportait sans cesse son retour. Pas quelqu'un qui avait commencé à se demander s'il y avait encore de la place pour elle dans sa nouvelle vie. L'appel final. La voix de Nena, pleine d'espoir au début. « Ouah, tu reviens ? J'ai des nouvelles. Nena, il faut qu'on parle. » Le silence qui suivit son explication fut le son le plus douloureux qu'il ait jamais entendu. « Tu romps avec moi, par téléphone, après 1 an ? C'est mieux ainsi. Tu mérites plus que ce que je peux offrir. Ne décide pas de ce que je mérite. Ce n'est pas de l'altruisme, ouah, c'est de la lâcheté. » Le son de sa respiration, un profond soupir. « Il y a quelque chose que tu devrais savoir. Ne faisons pas traîner ça. Ce sera plus facile pour nous deux. » « Ouah, attends. » Il raccrocha. Bloqua son numéro, changea son adresse email. Se convainquit que c'était un sacrifice nécessaire, une rupture nette qui leur permettrait à tous les deux de passer à autre chose. Se jeta encore plus dans son travail. Nouvelle réussite, nouveau jalon. Il parvint à accumuler le genre de richesse dont la plupart des gens ne font que rêver. Devint le genre d'homme qui n'attendait jamais sous la pluie un taxi. Il ne se permit jamais de penser à ce qu'elle avait voulu lui dire. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à maintenant. 3 petites filles. Bien trop jeunes pour être nées avant son départ, mais assez âgées pour ne pas avoir pu être conçues après. La serveuse apporta son café, le posant sur la table avec un regard apitoyé. « Dure journée, hein » remarqua-t-elle. Wesley hocha la tête, ne l'entendant pas vraiment. Ses yeux restaient fixés sur l'entrée de l'épicerie, comme s'il craignait que Nena ne s'échappe à nouveau de sa vie au moindre clignement d'yeux. Combien de temps s'écoula ? 20 minutes ? 1 heure ? Le monde semblait ralentir, comme si la pluie tombait au ralenti. Wesley ne but pas son café. Il ne répondit pas au message qui continuait de faire vibrer son téléphone. Il resta là, immobile, pendant que son esprit calculait et recalculait. Wesley fixait l'écran de son ordinateur.
3 jours s'étaient écoulés depuis la rencontre sous la pluie. 3 jours d'obsession, de recherche compulsive de réponses. Les cernes sous ses yeux témoignaient de nuits blanches, remplacées par des recherches sur Internet et des appels à d'anciennes connaissances. Son bureau, normalement immaculé, était en désordre. Tasses de café vides, emballage de plats à emporter, papier griffonné. Sur la paroi de verre séparant son bureau du reste de l'étage, des post-it étaient collés partout, tentative d'organiser le puzzle qui consumait désormais son esprit. Monsieur Cole, votre réunion avec les investisseurs commence dans 10 minutes, appela son assistante depuis la porte entr'ouverte. Annulez-la, répondit-il sans quitter l'écran des yeux. Mais monsieur, ils sont venus d'Europe spécialement pour... J'ai dit, annulez-la, Margaret. Dites-leur que je suis malade. Envoyez des fleurs. Ce qu'il faudra. Dans le coin de son écran, une notification bancaire apparut. D'autres virements effectués à un détective privé qui facturait des tarifs horaires absurdes. Wesley l'ignora. L'argent n'avait plus d'importance. Le téléphone sonna. Il répondit en mode haut-parleur, continuant de taper furieusement. « J'ai les informations que vous avez demandées », dit une voix d'homme avec un fort accent new-yorkais. « Je vous écoute, Mike. » Nona Lawson, 32 ans. Décoratrice d'intérieur, travaille principalement sur la restauration de propriétés historiques. Elle vit à Brooklyn depuis 7 ans, même appartement. Financièrement stable. Pas riche, mais à l'aise. Pas de dettes importantes. Wesley tapota des doigts sur le bureau. Et les filles ? Des triplés, monsieur. Junipé, Tessa et Maisie Lawson. 4 ans et 6 mois. Née à l'hôpital Saint-Luc. Aucun père n'est mentionné sur aucun des certificats de naissance. Wesley cessa de taper. Son cœur battait la chamade. Répétez l'âge. 4 ans et 6 mois. Né le 14 novembre. Un lourd silence emplit le bureau. Wesley fit rapidement le calcul. 9 mois avant cela, ce serait février. Exactement quand Nona et lui étaient encore ensemble. Quelques semaines avant son départ pour la Californie. Monsieur Cole ? Vous êtes toujours là ? Oui. Continuez. Elle a eu une grossesse compliquée. Hospitalisée au 6e mois. Les filles sont restées en unité de soins intensifs néonatales pendant près d'1 mois. Wesley eut l'impression qu'on lui avait donné un coup de poing dans l'estomac. Les filles luttaient pour leur vie pendant qu'il concluait des affaires à l'autre bout du pays. Pendant qu'il bloquait les appels de Nona. Autre chose indiquant la paternité ? Rien d'officiel. Pas de test, pas d'affaire de pension alimentaire, aucun document vous nommant. Wesley se frotta le visage, sentant sa barbe naissante lui piquer les paumes. Et officieusement ? Eh bien, j'ai posé des questions, discrètement. Une voisine a dit que Nona dit toujours aux gens que le père des enfants n'est pas dans le tableau. Leur enseignante de maternelle a dit que lorsque les enfants ont été interrogés sur leur père lors d'un projet pour la fête des pères, l'une d'elles a dit « Il est parti avant notre naissance ». La grand-mère maternelle vit à proximité et aide beaucoup. Apparemment, elle n'est, disons, pas vraiment une de vos fans. Wesley laissa échapper un rire amer. Je peux imaginer. Voulez-vous que j'essaie d'obtenir des échantillons pour un test ADN ? Wesley hésita. Quelque chose dans l'idée de fouiller dans les poubelles ou de voler des brosses à cheveux lui semblait profondément déplacé, plutôt que de simplement demander directement à Nona. Non. C'est suffisant pour l'instant. Comme vous voudrez. Je vous enverrai le rapport complet par email dans 1 heure. Il raccrocha et regarda dans le vide, perdu dans ses pensées. Son esprit était une tornade de questions sans réponse. Sur le coin de son bureau se trouvait une photo dans un cadre en argent. Ses parents, rigides et formels, prise 2 mois avant l'accident qui les avait tués. Wesley avait 17 ans à l'époque. Il se souvenait des funérailles, des mains sur ses épaules, des mots de consolation vides. Il se souvenait d'être seul dans une maison bien trop grande. Son père n'avait jamais su qu'il existait jusqu'à ce que sa mère soit enceinte de 5 mois. Une brève relation, une grossesse non planifiée. Elle ne l'avait contacté que parce qu'elle avait besoin d'une aide financière. Il ne s'était jamais marié, mais son père avait fourni un soutien financier. Il y avait eu des visites le dimanche, des vacances occasionnelles. Une paternité inscrite dans l'agenda d'un cadre supérieur. Était-ce ce que Wesley avait fait ? Répéter le schéma de son propre père, sans même le savoir ? Non, c'était pire. Au moins, son père savait qu'il existait. Wesley ouvrit un tiroir et en sortit un vieux dossier. À l'intérieur, quelques photos de lui et Nona. Sur l'une, ils riaient tous les deux en peignant les murs de leur nouvel appartement. Sur une autre,
Nena dormait, la tête sur son épaule, lors d'un voyage en train. Souvenir d'une vie qui semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Il retourna à son ordinateur et tapa « probabilités triplées identiques » dans la barre de recherche. Les résultats indiquaient que c'était rare. Une naissance sur 200 millions. Une anomalie statistique, un miracle biologique. Il cliqua sur des images et vit des photos de groupes de triplés, étudiant les visages, essayant de voir des ressemblances avec les filles qu'il avait vues sous la pluie. « Monsieur Cole ?» Son assistante apparut de nouveau. « Les investisseurs sont furieux. Monsieur Takahashi exige de vous parler personnellement. » Wesley ne répondit pas. Au lieu de cela, il prit son téléphone et lui montra une photo qu'il avait prise discrètement la veille. Nena et les 3 filles sortant d'un immeuble. À qui ressemble-t-elle, Margaret? Son assistante, décontenancée par la question, examina la photo. Les filles, eh bien, elles ressemblent beaucoup à leur mère, évidemment. Mais, elle plissa les yeux. Elles ont quelque chose de vous aussi, dans la forme de leur visage. Et celle-ci, elle a exactement votre sourire. Wesley hocha lentement la tête. Ce n'était donc pas seulement son imagination. Le regard perçant de l'une, le menton déterminé d'une autre, la façon dont la troisième inclinait la tête en observant quelque chose. De minuscules reflets de lui-même. Il n'y avait aucune preuve tangible, aucune confirmation scientifique. Seulement des circonstances, des coïncidences, des ressemblances physiques. Mais son cœur savait déjà. Le rapport officiel arriva, bourré de données, de dates, de photos, d'antécédents médicaux achetés illicitement. Wesley fixa les documents, cet amas d'informations qui laissait toujours la question principale sans réponse. Était-ce son héritage? Un rapport privé plein de doutes, enquêtant sur des enfants qui pourraient être les siens, qui avaient grandi sans même qu'ils sachent qu'ils existaient. Wesley ferma l'ordinateur portable avec détermination. Le doute prenait fin maintenant. Il était temps de faire ce qu'il aurait dû faire 5 ans plus tôt, parler à Nena. Car même sans test officiel, il savait déjà. Il le sentait dans le serrement de sa poitrine quand il avait vu ses 3 filles. Il le sentait dans le tonnerre d'émotion quand il avait entendu « c'est l'homme qui fait pleurer maman tous les soirs ». Il savait qu'avec ou sans preuve scientifique, ses enfants étaient les siens. Et qu'il y avait une montagne de moments manqués entre eux qu'aucune somme d'argent ne pourrait jamais racheter. Wesley aperçut au loin l'immeuble en briques, une structure plus ancienne, l'un de ces vestiges que New York conserve dans certains quartiers, reliques obstinées du passé. 4 étages, un petit escalier menant à la porte principale, des grilles en fer aux fenêtres du rez-de-chaussée. Le taxi le déposa au coin, comme demandé. Même à cette distance, il pouvait voir quelques plantes en pot près de l'entrée et un vélo d'enfant enchaîné à la rampe. Un endroit simple, mais bien entretenu. Le genre d'endroit que les gens appellent « chez soi ». Si différent de son Penthouse avec vue panoramique et décoration impersonnelle choisie par un designer engagé. Wesley s'arrêta un instant, prit une profonde inspiration et vérifia une nouvelle fois l'adresse sur son téléphone. Appartement 3B. Il redressa son manteau, sentant l'enveloppe épaisse dans sa poche intérieure. À l'intérieur se trouvaient des copies du rapport qu'il avait reçu, contenant tout ce qu'il avait découvert sur Nena et les triplés. Il commença à marcher vers l'immeuble, chaque pas ressemblant à une décision irréversible. Il était habitué aux réunions d'affaires qui déterminaient l'avenir d'entreprises entières, mais il n'avait jamais ressenti le poids d'une marche comme celle-ci. Arrivé aux marches de l'entrée, il s'arrêta de nouveau. Aurait-il dû appeler d'abord? Envoyer un email? Un message? Toutes les options lui semblaient absurdement inadéquates. Comment annonce-t-on son retour dans la vie de quelqu'un après 5 ans de silence, surtout quand ce quelqu'un a peut-être eu vos enfants? La porte de l'immeuble était entr'ouverte. Wesley la poussa et entra dans un petit hall. Pas de portier, juste une rangée de boîtes aux lettres sur le mur de droite et un escalier à gauche. Il chercha le nom de Nena sur les boîtes aux lettres et le trouva, N. Lawson, 3B. Il monta lentement les escaliers, essayant d'organiser dans sa tête ce qu'il allait dire. 2 étages, puis 3. Au 3e étage, il tourna à droite et descendit le couloir étroit jusqu'à la porte marquée 3B. Il hésita encore. À travers la porte, il pouvait entendre des voix d'enfants et une émission de télévision ou un dessin animé. Des rires. La vie. Il frappa 3 fois, fermement mais sans agressivité. Le son de la télévision à l'intérieur de l'appartement s'estompa et il entendit des bruits de pas s'approcher. La porte s'ouvrit de quelques centimètres seulement, retenue par une chaîne de sécurité. Les yeux bruns de Nena apparurent dans l'entrebâillement, d'abord surpris, puis méfiants. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-elle dans un murmure tendu.
Il faut qu'on parle, répondit Wesley, gardant sa propre voix basse. Nous n'avons rien à nous dire, dit Nona en commençant à refermer la porte. S'il te plaît. 5 minutes. La porte cessa de se fermer. Nona resta silencieuse quelques secondes, puis soupira. Attends ici. La porte se referma complètement. Wesley entendit du mouvement à l'intérieur de l'appartement, Nona parlant, des mots qu'il ne put distinguer, suivis du bruit d'une autre porte se fermant. Quelques instants plus tard, la porte d'entrée s'ouvrit de nouveau, cette fois sans la chaîne. Nona sortit dans le couloir, refermant la porte derrière elle. Elle portait un jean et un chemisier simple, ses cheveux en chignon désordonné. Pas de maquillage. Plus belle que dans son souvenir. Elle regarde des dessins animés dans ma chambre, expliqua Nona, croisant les bras sur sa poitrine d'un air défensif. Tu as 3 minutes. Wesley hocha la tête, acceptant la limite. Comment vont-elles ? Demanda-t-il, sincèrement intéressé. Nona haussa un sourcil. C'est tout ? Tu débarques après 5 ans pour demander comment elles vont ? Non, Comment crois-tu qu'elles vont, Wesley ? Ce sont des enfants heureuses et en bonne santé. Malgré toi, pas grâce à toi. Ces mots le frappèrent comme des pierres, précises, douloureuses, vraies. Je ne savais pas, dit-il enfin. Je ne savais pas pour elle. Nona laissa échapper un rire amer. Bien sûr que tu ne savais pas. Tu as raccroché quand j'ai essayé de te le dire. Bloqué mon numéro, changé ton email. Disparu complètement. Je sais. Et il n'y a aucune justification à cela. Non, il n'y en a pas. Un lourd silence tomba entre eux. De l'autre côté de la porte, on entendit le rire d'un enfant. Ce sont mes filles, demanda enfin Wesley, bien qu'il connût déjà la réponse dans son cœur. Le visage de Nona tressaillit légèrement, comme si la question elle-même était insultante. Oui, répondit-elle simplement. Wesley ferma les yeux un instant, absorbant l'impact de ce simple mot. Autant il s'en était douté, entendre la confirmation fit tourner son monde. Pourquoi n'as-tu jamais essayé de me retrouver après ? Ça n'aurait pas été difficile. La fierté, au début, répondit Nona sans hésitation. Puis, pour les protéger. Elle n'avait pas besoin de quelqu'un qui risquait de disparaître à nouveau. Wesley hocha la tête. C'était logique. Je veux les rencontrer, Nona. Non. Ce sont mes filles aussi. Maintenant, c'est pratique, alors tu veux entrer en jeu, demanda-t-elle, son ton glacial. Maintenant qu'elles sont petites et mignonnes et qu'elles ne t'ont pas coûté une seule nuit blanche, tu veux débarquer et jouer au papa ? Wesley recula d'un pas, frappé par la dureté de ses mots. Mais il ne pouvait nier qu'il y avait du vrai là-dedans. Ce n'est pas comme... C'est exactement comme ça. Tu n'étais pas là quand j'ai eu des contractions prématurées. Tu n'étais pas là quand elles sont restées en néonat pendant des semaines. Tu n'étais pas là pour les nuits blanches, les anniversaires, les rhumes, les vaccins. Rien de tout ça. Alors non, Wesley. Tu ne vas pas débarquer dans leur vie maintenant et repartir en courant une fois que tu auras réalisé qu'être père est bien plus difficile que de signer un chèque. Une porte s'ouvrit à l'intérieur de l'appartement et une voix d'enfant appela « Maman ?» Le dessin animé est fini. Nona inspira profondément, se ressaisissant instantanément. « J'arrive tout de suite, ma chérie », répondit-elle d'une voix soudainement douce et calme. Puis, se retournant vers Wesley, elle chuchota « Va-t'en. Si tu te soucies vraiment d'elles, ne leur embrouille pas leur petite tête en ce moment. J'ai besoin de faire partie de leur vie, Nona. Tu as eu cette chance il y a 5 ans. » La porte de l'appartement s'ouvrit et l'une des triplées apparut, vêtue d'un pyjama à motif d'étoiles. C'était la fillette au manteau bleu du jour de pluie. Elle regarda Wesley avec curiosité. « C'est l'homme de la pluie, » dit-elle, ni effrayée ni hésitante. Nona se plaça rapidement entre eux, souriant à sa fille. « Tessa, retourne à l'intérieur, s'il te plaît. J'arrive dans un instant. »« Est-ce qu'il entre ?» demanda la fillette, regardant toujours Wesley avec ses yeux intensément observateurs. « Non, ma puce. Il s'en va maintenant. » Tessa jeta un dernier coup d'œil à Wesley, comme pour l'évaluer, puis haussa les épaules et rentra. Nona attendit d'entendre les pas de l'enfant s'éloigner, puis se retourna vers Wesley. « Ne te présente plus à l'improviste. Et n'essaie pas d'utiliser ton argent ou ton influence pour forcer une relation. Si tu veux vraiment aider, dépose une pension alimentaire sur le compte que tu n'as jamais ouvert pour elle et continue ta vie. » Sur ce, elle rentra dans l'appartement et referma la porte, laissant Wesley seul dans le couloir, fixant le bois sombre où le visage de sa fille s'était trouvé quelques instants plus tôt.
Il resta là plusieurs minutes, immobile, assimilant tout ce qui s'était passé. Puis, lentement, il descendit les escaliers et sortit de l'immeuble. Le soleil de fin d'après-midi était bas dans le ciel, projetant de longues ombres sur le trottoir. Wesley regarda sa voiture garée de l'autre côté de la rue. Son chauffeur lui fit un signe discret. Il lui fit signe d'attendre et commença à marcher sans but. Les mots de Nena résonnaient dans son esprit. Il ne pouvait nier leur vérité. Il n'avait pas été là. Il ne savait pas ce que c'était que de tenir un bébé qui ne cessait de pleurer à 3 heures du matin. Il ne connaissait pas le sentiment de panique quand une fièvre ne baissait pas. Il n'avait jamais eu à choisir entre payer le loyer ou acheter de nouveaux vêtements pour des enfants qui grandissaient trop vite. En marchant sans direction, il réalisa qu'il tournait en rond dans le pâté de maison, revenant inconsciemment près de l'immeuble de Nena. Au coin de la rue, il aperçut un petit parc de l'autre côté de la chaussée. Un espace modeste avec quelques bancs, de petits arbres et une aire de jeu. Il s'assit sur l'un des bancs, appréciant le calme de l'endroit. C'était le genre de parc de quartier qu'il fréquentait rarement, plus habitué aux vastes zones touristiques de Manhattan. Il était sur le point de se lever quand il entendit des voix d'enfants. Il regarda de l'autre côté du parc et vit Nena sortir de l'immeuble, accompagnée des 3 filles. Instinctivement, Wesley se cacha derrière un arbre, observant à distance. Nena portait un grand sac et les filles avaient de petits sacs à dos colorés. Elles traversèrent la rue en direction de l'aire de jeu, parlant tout en même temps, pure énergie en mouvement. De sa cachette improvisée, Wesley les observait. Bien qu'identiques à première vue, il remarquait maintenant des différences entre elles, pas seulement vestimentaires, l'une portait une jupe violette, une autre un short bleu et la troisième une robe jaune, mais aussi dans leur façon de bouger, de parler et d'interagir avec le monde. Celle à la jupe violette courut directement vers le toboggan, l'escaladant avec agilité et confiance. En haut, elle écarta les bras comme si elle allait s'envoler, criant d'excitation avant de glisser. À peine arrivée en bas, elle repartait déjà en courant pour remonter. Celle au short bleu se dirigea directement vers le bac à sable, mais avant de jouer, elle rangea soigneusement ses petits jouets de plage, un seau ici, une pelle là, des moules classés par taille. Son expression concentrée était presque comiquement sérieuse pour quelqu'un d'aussi petit. Celle à la robe jaune resta un peu en retrait, observant d'abord ses sœurs, puis scrutant tout le parc comme pour évaluer l'environnement. Ensuite, sans se presser, elle se dirigea vers une balançoire et s'assit, contemplant le ciel tout en se balançant doucement. Nena s'installa sur un banc voisin, sortant un livre de son sac, mais ses yeux quittaient rarement la page plus de quelques secondes avant de vérifier les filles. Wesley resta là, immobile, absorbant chaque détail. Comment la fille sur le toboggan aidait un enfant plus petit à monter. Avec quelle méticulosité celle dans le bac à sable construisait son château. Le regard contemplatif de celle sur la balançoire, comme si elle conversait en silence avec les nuages. C'étaient ses filles. Ses filles. La réalité le frappa enfin de plein fouet. Pas seulement un concept abstrait, pas seulement une responsabilité ou une obligation, mais 3 personnes réelles, chacune unique, chacune un petit univers complet se développant sous ses yeux. La fille sur le toboggan, Junipé, supposa-t-il d'après le rapport, courut vers Nena, babillant avec excitation. Son énergie était débordante, comme si son petit corps pouvait à peine la contenir. Elle sautillait sur place en parlant, incapable de rester immobile. Nena sourit, répondant quelque chose qui fit rire la fillette avant qu'elle ne reparte en courant. Tessa, celle dans le bac à sable, appela sa mère pour lui montrer sa création. Sa fierté était évidente, même de loin. Nena s'approcha, admira l'œuvre et dit quelque chose qui fit hocher la tête sérieusement à Tessa, comme si elle recevait un éloge professionnel. La 3e fille, Maisie, resta sur la balançoire, observant tranquillement tout. Ses yeux absorbaient chaque détail, chaque mouvement. À un moment donné, son regard passa par l'endroit où Wesley était dissimulé, et il eut la sensation étrange qu'elle pouvait le voir, même partiellement caché derrière l'arbre. Wesley vérifia sa montre. Près de 2 heures s'étaient écoulées sans qu'il s'en rende compte. Regarder ses filles était comme entrer dans une transe où le temps perdait toute signification. Les soirées d'automne à New York s'assombrissaient tôt. Les premières ombres du crépuscule commençaient à s'étirer sur le sol lorsque Nena appela les filles. Elle aida Tessa à ranger ses jouets, tint la main de Maisie pendant qu'elle descendait de la balançoire et rit lorsque Junipé insista pour une dernière glissade avant de partir. Les 4 traversèrent la rue pour retourner à l'immeuble. Wesley attendit qu'elle soit entrée avant de sortir de sa cachette. Tout son corps était endolori d'être resté immobile si longtemps, mais son esprit était plus clair qu'il ne l'avait été depuis des années.
Junipé était la lumière, l'énergie pure, le mouvement constant, la joie contagieuse. Tessa était la discipline, l'ordre, la structure, la détermination concentrée. Maisie était le silence, l'observation profonde, la pensée calme, la perception aiguë. Ces filles, si différentes les unes des autres, si complètes en elles-mêmes. Wesley sentit une vague de fierté qu'il ne méritait pas, un amour dont il devait encore gagner le droit de le ressentir. Le rejet de Nona était juste. Douloureux, mais juste. Il ne pouvait pas simplement débarquer dans la vie des filles et s'attendre à une acceptation instantanée. Il ne pouvait pas réparer 5 ans d'absence avec une seule visite ou un cadeau coûteux. Cela prendrait du temps, de la patience, de la constance. Des qualités qu'il n'avait jamais eu besoin de cultiver dans sa vie professionnelle, où les résultats immédiats étaient la norme. Wesley sortit son téléphone de sa poche et appela son chauffeur. « Tu peux y aller, Frank. Je vais rester encore un peu et prendre un taxi plus tard. »« Vous êtes sûr, monsieur ? » ?»« Oui. Et demain, viens me chercher à 3 heures de l'après-midi. » »« Pas le matin. » Il raccrocha et s'assit de nouveau sur un banc dans le parc, regardant vers l'immeuble où ses filles dînaient probablement, prenaient leur bain, se brossaient les dents, écoutaient des histoires avant de dormir. Toute une routine dont il n'avait jamais fait partie. Mais cela allait changer. Peu importe le temps que cela prendrait, peu importe le nombre de rejets auxquels il serait confronté. Wesley Cole, l'homme qui n'abandonnait jamais une affaire et transformait les échecs en empire, n'abandonnerait pas ses filles. Il reviendrait tous les jours si nécessaire. Il observerait de loin, apprendrait leur rythme, leur personnalité, leurs goûts et leurs aversions. Pas avec la hâte d'un cadre habitué aux emplois du temps serré, mais avec la patience de quelqu'un qui comprend la valeur inestimable qui était en jeu. Parce que pour la première fois de sa vie, Wesley voulait quelque chose que l'argent ne pouvait acheter, quelque chose que son influence ne pouvait arranger, quelque chose que son pouvoir ne pouvait créer. Il voulait être un père. Un bon père. Et il était prêt à attendre ce privilège. Wesley s'assit sur le même banc du parc d'où il observait la famille depuis 2 semaines. À côté de lui se trouvait un paquet emballé dans un simple papier bleu. À l'intérieur, 3 livres identiques. Ça n'avait pas été facile de les choisir. Il avait passé des heures dans une librairie pour enfants de Midtown, perdu au milieu d'étagères colorées, feuilletant des couvertures et des pages. Le vendeur avait essayé de l'aider, mais comment expliquer qu'il cherchait quelque chose pour 3 filles qu'il ne connaissait pas vraiment, dont il ignorait tout dégoût, dont il avait manqué la vie? Il avait finalement trouvé une histoire sur une fille qui découvre un jardin secret, un classique que sa propre mère lui lisait quand il était enfant, avant que le monde des affaires n'ait englouti la simplicité des histoires du soir. Maintenant, en regardant la fenêtre de l'appartement 3B, Wesley fit le calcul. Nona partait tous les matins à 8h30 pour emmener les filles à la maternelle. Elle revenait vers 16h. Ce créneau horaire était parfait. À 9h, quand il vit le petit groupe traverser la rue, Wesley attendit qu'elle disparaisse au coin, puis il traversa rapidement vers l'immeuble. Il entra sans difficulté. Après 2 semaines d'observation, il avait remarqué que la porte d'entrée était rarement verrouillée pendant la journée. Il monta rapidement les escaliers, le cœur battant. Il savait que ce qu'il faisait semblait étrange, voire intrusif, laisser des cadeaux anonymes à la porte de quelqu'un. Si c'était quelqu'un d'autre, elle pourrait appeler la police. Mais il n'était pas n'importe qui. Il était le père de ses enfants, aussi absent qu'il ait été. Il atteignit le 3e étage et se dirigea vers la porte de l'appartement 3B. Un instant, il hésita. Et si Nona voyait cela comme du harcèlement? Et si elle jetait simplement les livres? Peu importe. Il fallait bien commencer quelque part. Il posa le paquet par terre, juste devant la porte, là où il serait impossible de le manquer. Pas de mots, pas de signature. Juste les 3 livres identiques emballés ensemble. Il redescendit rapidement les escaliers et sortit de l'immeuble sans se retourner, se fondant dans le flot des New-Yorkais sur le trottoir. Le reste de la journée, il ne put se concentrer. Il annula 2 réunions et passa des heures à regarder par la fenêtre de son bureau, imaginant la réaction des filles lorsqu'elles trouveraient le paquet. La simple pensée qu'à cet instant précis, ces filles tenaient peut-être quelque chose qu'il avait choisi pour elle lui emplit la poitrine d'un serrement qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. C'était un sentiment nouveau, différent de tout ce qu'il avait connu. Plus grand que l'ambition, plus intense que la réussite. C'était la connexion, même fragile, même unilatérale. Le lendemain, Wesley retourna à son poste d'observation dans le parc, plus tôt que d'habitude. Il devait savoir si le paquet avait été accepté ou jeté. À 16h05, il vit Nona tourner au coin de la rue avec les 3 filles.
Son cœur s'emballa lorsqu'il remarqua que chacune d'elles portait un livre identique, la couverture rouge brillant sous le soleil de l'après-midi. Junipé sautillait comme d'habitude, feuilletant les pages en marchant, manquant de trébucher sur ses propres pieds. Tessa tenait le sien soigneusement, comme un trésor précieux, son doigt marquant sa page actuelle. Maisie serrait simplement le sien contre sa poitrine comme un ours en peluche. Nena marchait juste derrière elle, observant avec une expression que Wesley ne put déchiffrer de loin. Elle n'avait pas l'air en colère. Il prit cela comme un soulagement. Peut-être confuse, peut-être résignée. Elles entrèrent dans l'immeuble et Wesley resta sur le banc, un lent sourire se formant sur son visage. Elles avaient accepté son cadeau. Toutes les trois. La semaine suivante, Wesley était de retour au même endroit, à la même heure. Cette fois, Junipé lisait à voix haute le livre en marchant. Elle parlait de manière théâtrale, ses mains gesticulant, donnant vie à l'histoire. Tessa et Maisie écoutaient attentivement, l'interrompant occasionnellement avec des questions ou des commentaires. Nena, comme toujours, marchait un peu en retrait, supervisant. Mais il y avait quelque chose de différent sur son visage ce jour-là, une douceur qui n'était pas là auparavant. Ses yeux n'étaient plus des pierres froides, mais des puits profonds d'émotions contenues. Wesley sentit une vague inexplicable de gratitude. Elle aurait pu jeter les livres. Elle aurait pu dire aux filles qu'ils venaient d'une tante éloignée ou d'une gentille maîtresse. Elle aurait pu leur interdire de les lire. Mais elle n'avait rien fait de tout cela. D'une manière ou d'une autre, à un certain niveau, elle avait permis à ce minuscule fil de connexion de se former. Un oui silencieux, presque imperceptible, mais définitivement là. Dans les semaines qui suivirent, Wesley continua sa veille. Les filles emmenaient les livres au parc. Junipé jouait des passages entiers, transformant le simple banc de bois en un jardin magique. Tessa dessinait des cartes du jardin de l'histoire, reproduisant soigneusement chaque détail. Maisie observait les papillons et les insectes sur la pelouse, comme si elle cherchait son propre jardin secret. Un jour particulièrement clair, depuis son banc habituel, Wesley assista à quelque chose qui lui fit s'arrêter le cœur. Nena lisait aux filles. Son propre exemplaire du livre. Il en avait laissé un quatrième dans le paquet, n'imaginant jamais qu'elle le garderait réellement. Elles étaient toutes assises sur une grande couverture étendue sur l'herbe, les filles penchées en avant, absorbées par l'histoire que leur mère lisait. Ils pouvaient entendre des fragments de sa voix, portés par la brise. Quand on sème une graine de joie, quelque chose en lui s'épanouit à cet instant, comme le jardin de l'histoire. Un espace qui était resté fermé et négligé recevait maintenant les premiers rayons de soleil après un long hiver. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Wesley ne rêva pas d'acquisition ou de fusion, pas de graphique de croissance ou de rapport financier. Il rêva d'un jardin. Un jardin où trois petites filles couraient parmi les fleurs sauvages, leur rire résonnant comme une musique. Et il était là, agenouillé dans la terre riche, plantant quelque chose de précieux. Quelque chose qui grandirait pendant des années, des décennies. Quelque chose qu'aucune fortune ne pourrait acheter. À son réveil, Wesley comprit ce qui avait changé. Pour la première fois depuis qu'il avait découvert les filles, il ne ressentait plus cette urgence désespérée de rattraper le temps perdu, de forcer une relation immédiate. Il y avait maintenant de la patience. Le genre de patience que connaissent bien les jardiniers. Une compréhension profonde que certaines choses ne peuvent pas être précipitées, que certaines graines ont besoin de temps pour germer, que certaines fleurs ne s'épanouissent que lorsqu'elles sont prêtes. Les filles avaient accepté son cadeau. Nena l'avait permis. C'était suffisant, pour l'instant. Le premier oui silencieux. La première porte entr'ouverte. La première graine plantée. Les livres n'avaient été qu'un début. Au cours des 2 semaines suivantes, Wesley laissa d'autres petits cadeaux à la porte de l'appartement 3B, 3 simples puzzles, tous avec le même nombre de pièces mais des images différentes, un ensemble de crayons de couleur et des blocs de dessin, 3 petites lampes de poche colorées qui projetaient des étoiles au plafond. Tout anonyme, tout en triple exemplaire. Toujours sans mots. Son avocat lui avait suggéré d'officialiser la situation. Nous pouvons déposer une demande de reconnaissance de paternité, établir un droit de visite, définir une pension alimentaire, avait dit l'homme, comme s'il discutait d'une fusion d'entreprises standard. Wesley refusa. Cela transformerait quelque chose qui devrait sembler naturel en quelque chose de légal, de froid, d'imposé. Il voulait gagner l'accès à la vie de ses filles, pas l'envahir avec une ordonnance du tribunal. Il voulait être accepté, pas simplement toléré. Aujourd'hui, comme tous les autres jours des dernières semaines, Wesley était assis sur le même banc du parc, observant l'immeuble. C'était un samedi ensoleillé,
le genre de journée qui poussait les New-Yorkais à sortir pour profiter du beau temps avant que l'automne ne cède la place à l'hiver. Il y a 3 semaines, il aurait passé un samedi comme celui-ci à jouer au golf avec des investisseurs ou à déjeuner dans un restaurant exclusif surplombant Central Park. Maintenant, il était assis sur un banc usé, en jean et chemise simple, espérant apercevoir 3 petites filles qui ne savaient même pas qui il était vraiment. À un moment donné, il sortit de sa poche une balle en caoutchouc qu'il avait achetée dans une supérette et commença à la lancer nonchalamment, juste pour occuper ses mains. Elle était rouge et bleue, du genre qui rebondit lorsqu'on la jette au sol. La porte d'entrée de l'immeuble s'ouvrit et Wesley se redressa sur le banc. Nena sortit la première, suivie des triplés, tout en short et t-shirt, des vêtements légers pour profiter de la chaleur automnale inattendue. Comme toujours, il observa les subtiles différences entre elles. Junipé portait un t-shirt à imprimer licorne et un short violet. Tessa avait les cheveux tirés en arrière en une queue de cheval soignée et portait un short bleu avec un t-shirt blanc uni. Maisie, en short jaune, avait une petite fleur glissée derrière l'oreille. Les filles portaient quelque chose que Wesley ne pouvait pas bien voir de loin. Cela semblait être, oui, les livres qu'il leur avait laissés. Son cœur fit un bond. Elle les lisait encore, des semaines plus tard. Le petit groupe traversa la rue en direction du parc, mais au lieu de se diriger vers l'aire de jeu comme d'habitude, les filles coururent vers la zone gazonnée ouverte sur la gauche. Nena s'assit sur un banc voisin, sortant un livre de son sac. Elle semblait plus détendue aujourd'hui, moins sur ses gardes, accordant un peu plus de liberté aux filles. Wesley continua de lancer la balle en l'air, essayant de paraître désinvolte. Les filles s'étaient assises sur l'herbe, chacune avec son livre, formant un petit cercle. Il pouvait entendre leurs voix aiguës flotter dans l'air, mais pas assez pour discerner les mots. Et puis, l'inattendu se produisit. La balle lui échappa des mains, rebondit et roula vers les filles. Wesley se leva immédiatement, mais hésita. S'il allait chercher la balle, il devrait s'approcher d'elle. Nena le verrait, et peut-être que cela gâcherait tout. Peut-être valait-il mieux laisser la balle. Trop tard. Junipé avait déjà remarqué la balle rouge et bleue roulant vers elle. Elle se leva d'un bond et l'attrapa, puis chercha des yeux le propriétaire. Son regard croisa celui de Wesley, et il vit l'instant exact de reconnaissance sur son visage. C'était l'homme de la pluie, l'homme qui observait de loin. Un instant, Wesley espéra qu'elle lui renverrait simplement la balle et retournerait à ses livres. Au lieu de cela, à sa surprise, Junipé commença à marcher vers lui, tenant la balle, un sourire curieux illuminant son visage. « C'est à vous » demanda-t-elle lorsqu'elle fut assez proche. Wesley hocha la tête, incapable de parler au début. C'était la première fois qu'il entendait l'une de ses filles lui parler directement, sans le filtre de la distance. « Désolé, elle m'a échappé », parvint-il enfin à dire. Junipé regarda la balle dans ses mains, puis lui, l'évaluant. « Vous êtes l'homme de la pluie », affirma-t-elle, non comme une question, mais comme un fait. Wesley déglutit difficilement. « Oui, c'est moi. » « Vous nous suivez » demanda-t-elle avec cette honnêteté directe que seuls les enfants possèdent. « Non » répondit-il rapidement, puis se corrigea. « Peut-être un peu. J'habite près d'ici. » Junipé sembla accepter cette explication sans poser de questions. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule à ses sœurs, qui étaient toujours assises avec les livres, observant maintenant l'interaction avec intérêt. « Tu veux jouer » demanda Junipé en levant la balle. Le cœur de Wesley avait l'impression qu'il allait exploser dans sa poitrine. Une invitation. Une petite, précieuse invitation dans leur monde. « J'adorais » répondit-il en se levant du banc. Junipé afficha un large sourire et retourna en courant vers ses sœurs. Wesley la suivit, pleinement conscient que Nena observait sûrement, mais n'osant pas regarder dans sa direction. Les 2 autres filles se levèrent à l'approche de Junipé. Wesley s'arrêta à quelques pas, craignant de les effrayer. « Il va jouer avec nous », annonça Junipé, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Tessa, toujours la plus prudente, le dévisagea avec curiosité et une pointe de réserve. « Maman a dit de ne pas parler aux inconnus », leur rappela-t-elle. « Mais ce n'est pas un inconnu », insista Junipé. « C'est l'homme de la pluie et il habite tout près. » Wesley sentit une vague de panique. À tout moment, Nena pouvait intervenir et arrêter cela. À tout moment, il pouvait perdre cette chance fragile. « Alors, ta sœur a raison », dit-il en s'accroupissant à leur niveau. « Vous ne devriez pas parler aux inconnus. Je m'appelle Wesley. Quels sont vos prénoms ? » « Je suis Junipé », dit la fillette au t-shirt licorne. « Voici Tessa, et ça, c'est Maisie. Nous sommes des triplés. » « Des triplés »
Wesley feignit la surprise. C'est vraiment spécial. Maisie, qui avait observé en silence, fit un pas en avant. C'est toi qui nous as donné les livres, demanda-t-elle d'une voix douce mais claire. La question le prit au dépourvu. Comment savait-elle? Il jeta un rapide coup d'œil à Nena, qui était maintenant debout mais ne s'était pas encore approchée. Elle se contentait d'observer, tendue, laissant les choses se dérouler. Pourquoi penses-tu cela? Demanda-t-il prudemment. Parce que tu nous regardes comme les livres regardent, répondit Maisie avec une logique enfantine qui le désarma complètement. Wesley sentit quelque chose de chaud et de liquide se former derrière ses yeux. Il cligna rapidement des yeux. Oui, admit l'enfant. C'était moi. Tessa, qui tenait toujours son livre, fit un pas de plus. Merci, dit-elle formellement, comme une minuscule adulte. J'ai beaucoup aimé Marie. Elle est organisée, comme moi. C'était la première fois que quelqu'un remerciait Wesley pour quelque chose qui n'était pas lié à l'argent ou au pouvoir. Il ne se souvenait même pas que cela se soit produit auparavant. L'impact de ce simple « merci » fut plus grand que tous les applaudissements qu'il avait jamais reçus après un discours d'entreprise. « De rien », répondit-il, la voix légèrement étranglée. « Jouons », insista Junipé en faisant rebondir la balle par terre. Ils formèrent un cercle et Junipé expliqua les règles d'un jeu qu'elle semblait inventer sur le champ, quelque chose à propos de lancer la balle et de nommer un animal avant de la passer. Le jeu commença simplement, Wesley lançant doucement la balle et nommant des animaux courants. Bientôt, cependant, Junipé se mit à sautiller en lançant, Tessa exigea qu'il énumère les animaux par ordre alphabétique, et Maisie gloussa chaque fois que Wesley essayait d'attraper des lancers particulièrement délicats. En quelques minutes, il fut complètement absorbé par le jeu, oubliant qu'on les observait, oubliant tout sauf ses trois petites filles devant lui. Il manqua une balle particulièrement haute et tomba sur l'herbe en riant, au grand plaisir des fillettes. « Tu es vraiment nul à ça », déclara Junipé au milieu des rires. « Si nul que ça », acquiesça Wesley en se rasseyant sur l'herbe. « J'aurais besoin de plus d'entraînement. »« On peut apprendre », offrit Tessa de ce ton sérieux qui semblait être sa marque de fabrique. « J'adorerais ça », répondit-il sincèrement. Puis il sentit une petite main toucher la sienne. Maisie était venue s'asseoir à côté de lui sans qu'il s'en aperçoive, et maintenant elle tenait sa main, l'examinant comme si c'était un objet fascinant. « Tes mains sont grandes », observa-t-elle. « Je suppose qu'elles le sont », dit Wesley, ayant presque peur de bouger, craignant que le moindre mouvement ne la fasse se retirer. Maisie continua de tenir sa main, apparemment satisfaite du contact. Junipé, incapable de rester immobile longtemps, se mit à courir en cercle autour d'eux, fredonnant un air inventé. Tessa s'assit de l'autre côté de Wesley, tenant toujours son livre. « Comment savais-tu qu'on aimerait ces livres » demanda Tessa, le regardant avec ses yeux qui semblaient voir plus qu'il ne le devait. « C'était une supposition » répondit Wesley. « Ma mère me lisait cette histoire quand j'étais petit. »« Est-ce que ta maman te lit encore des histoires » demanda Junipé, interrompant sa course un instant. « Non » dit Wesley en souriant tristement. « Elle n'est plus là. »« Est-ce qu'elle est allée au ciel » demanda Maisie, tenant toujours sa main. « Oui » confirma-t-il. « Il y a longtemps. »« C'est triste » déclara Junipé en s'asseyant devant lui, complétant à nouveau le cercle. « Tu as un papa » ? ?»« Non » répondit Wesley. « Plus maintenant non plus. »« Mais ça va. Ça fait longtemps. » Les trois filles le regardèrent avec des expressions identiques de sympathie, et Wesley sentit une vague d'amour si intense qu'elle aurait pu lui faire éclater la poitrine. Ces trois enfants, qui le connaissaient à peine, lui offraient une compassion plus sincère pour l'orphelin qu'il avait été que n'importe quel adulte dans sa vie. « Nous n'avons pas de papa non plus » dit Junipé. « Junipé » la gronda Tessa. « Maman a dit de ne pas parler de ça avec les gens. »« Mais il n'a pas de parents non plus » argumenta Junipé. « C'est un peu pareil. » Wesley se retrouva figé, le cœur battant. Que devait-il dire? Comment devait-il répondre? Tout le monde a un père, dit-il enfin, prudemment. Même s'il ne vit pas avec vous. Les filles semblèrent réfléchir à cela. Tu connais notre maman? Demanda Tessa après un moment de réflexion. Oui, admit Wesley, sachant que l'honnêteté valait mieux. Nous étions amis. Vous êtes amis maintenant? Demanda Maisie, le fixant de ses yeux qui semblaient pénétrer bien plus profondément qu'il ne le voulait. Wesley regarda vers Nena, qui s'approchait maintenant lentement du groupe, son visage un mélange d'émotions qu'il ne parvenait pas à déchiffrer complètement. Nous l'étions, répondit-il sincèrement. J'essaie de l'être à nouveau. Les trois filles parurent satisfaites de cette réponse.
Junipé se releva d'un bond, incapable de rester assise longtemps. « Jouons encore !» s'exclama-t-elle en attrapant la balle. Nena arriva juste à ce moment-là. Wesley se prépara à une confrontation, à ce qu'elle l'éloigne. À sa surprise, elle resta simplement là, observant. « Maman !» s'écria Junipé avec excitation. « C'est Wesley. Il a joué à la balle avec nous et il nous a donné les livres. » Nena regarda Wesley longuement. « Je sais qui il est » dit-elle enfin d'une voix neutre. « Il a dit que vous étiez amis avant » commenta Tessa, jetant un coup d'œil curieux entre les adultes. « Nous l'étions » confirma Nena après une brève hésitation. « Et maintenant » demanda Maisie, toujours perspicace. Nena jeta un coup d'œil à sa fille, puis à Wesley, qui tenait toujours la main de Maisie. « Maintenant, nous essayons de voir » répondit-elle. Wesley sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine. Ce n'était pas le pardon, ni l'acceptation totale, mais c'était un espace, une possibilité. « Les filles, c'est bientôt l'heure du goûter » dit Nena. « Est-ce que Wesley peut prendre le goûter avec nous » demanda immédiatement Junipé. « Pas aujourd'hui » répondit Nena doucement mais fermement. « Nous devons aller chez grand-mère, vous vous souvenez ?» Les filles rassemblèrent leurs livres et leurs affaires, l'air déçus. « Peut-être un autre jour » ajouta Nena, surprenant à la fois Wesley et les filles. « Promis » demanda Junipé, regardant sa mère avec des yeux suppliants. « On verra » répondit Nena diplomatiquement. Tessa s'approcha de Wesley, qui était maintenant debout. « Merci encore pour les livres » dit-elle. « Tu reviendras demain ?»« Si ta maman ne voit pas d'inconvénient » répondit Wesley en regardant Nena. Nena soutint son regard un instant, puis fit un signe de tête à peine perceptible. « 3 heures » dit-elle. « À l'heure de jeu. Pas plus d'1 heure. » Wesley sentit une montée de gratitude si forte qu'elle faillit lui donner le vertige. « Merci » dit-il sincèrement. Maisie, qui n'avait toujours pas lâché sa main, la serra légèrement avant de la relâcher enfin. C'était comme sceller un accord, une promesse silencieuse. « Au revoir, Wesley » cria Junipé, courant déjà vers la sortie du parc. « À demain » dit Tessa en suivant sa sœur d'un pas plus calme. Maisie sourit simplement, un petit sourire plus apparent dans ses yeux que sur ses lèvres, avant de suivre ses sœurs. Nena jeta un dernier regard à Wesley, quelque part entre la prudence et une acceptation réticente, avant de se diriger après les filles. Wesley resta là longtemps, les regardant partir. Tout son corps semblait pulser d'une énergie nouvelle. Pendant des années, sa vie avait été définie par ce qu'il acquérait, ce qu'il accumulait, ce qu'il construisait, à distance. Aujourd'hui, pour la première fois, il avait fait l'expérience de ce que signifiait véritablement participer. Pas contrôler, pas diriger, pas influencer, mais simplement être présent, vulnérable, authentique. Un simple jeu d'attrape sur l'herbe, une petite main enroulée autour de la sienne, un merci sincère pour quelque chose qui comptait vraiment. Il n'était plus l'homme distant, l'observateur, l'étranger sous la pluie. Pour la première fois depuis qu'il avait croisé Nena cet après-midi pluvieux, Wesley Cole était simplement un homme participant à la vie de 3 petites filles. Un homme qui lançait une balle, qui riait, qui manquait des attrapes, qui tombait, qui serrait dans ses bras. Un homme essayant d'apprendre à être père. Et demain, à 3 heures, il aurait une autre chance de continuer à apprendre. 3 semaines s'étaient écoulées depuis ce premier jeu de balle dans le parc. 3 semaines de rencontres quasi quotidiennes, toujours à la même heure, toujours au même endroit. 3 semaines pendant lesquelles Wesley était devenu une présence constante dans les après-midi des triplés. Une routine s'installa plus naturellement qu'il n'aurait pu le prévoir. À 15 heures, Wesley arrivait au parc. À 15h10, Nena se présentait avec les filles. À 16h15, il disait au revoir, promettant de revenir le lendemain. Nena se joignait rarement à leur jeu, restant à quelques mètres de distance, lisant un livre ou travaillant sur sa tablette, observant, toujours observant. Il apprit le nom de chaque poupée, chaque histoire préférée, chaque petite peur. Il apprit que Junipé détestait les carottes, que Tessa rangeait ses crayons de couleur par taille et par teinte, que Maisie chuchotait aux papillons quand elle pensait que personne ne regardait. La réserve initiale de Nena commença à s'adoucir. Pas par de grands gestes, mais par de petites concessions. Un café offert un jour de froid, un commentaire désinvolte sur les progrès de Tessa en lecture, un sourire réticent lorsqu'il trébucha en essayant de montrer aux filles comment faire une roulade. C'était presque paisible, presque normal. Comme s'il construisait une version plus douce de la réalité, où le passé douloureux n'était qu'un flou estompé. Mais Wesley savait que ce n'était qu'une paix temporaire, bâtie sur des fondations fragiles, un château de cartes qu'un coup de vent violent pouvait renverser.
car la vérité planait entre eux, non dite mais omniprésente. Il était parti une fois, il pouvait repartir. Ce vendredi après-midi, Wesley arriva au parc quelques minutes en avance, comme d'habitude. Il avait apporté 3 petits paquets de papier recyclé qu'il avait préparés en suivant un tutoriel en ligne. Il voulait montrer aux filles comment planter des graines de tournesol dans le papier puis les transférer directement en terre. À sa surprise, Nena était déjà là, assise seule sur un banc, sans les filles. Son estomac se noua immédiatement. Quelque chose avait changé. « Où sont-elles » demanda-t-il en s'approchant, essayant de garder une voix désinvolte, masquant la peur soudaine qu'elle ait décidé de mettre fin à leur rencontre. « Elles sont chez ma mère » dit-elle en indiquant le banc à côté d'elle. « Il faut qu'on parle. » Wesley s'assit, posant le paquet de papier à graines à côté de lui. Tout son corps était tendu, se préparant à tout ce qui allait arriver. C'était ça. La fin de la trêve tacite. La réalité rattrapant la bulle fragile de normalité qu'ils avaient créée. « Je t'écoute » dit-il en la regardant droit dans les yeux. Nena prit une profonde inspiration, comme pour se préparer à plonger en eau profonde. « Ce n'est pas facile pour moi » commença-t-elle, observant un groupe de pigeons picorants à quelques mètres de là. « De te voir avec elle. De voir à quel point elle t'apprécie. » Wesley hocha la tête, attendant le coup. « Elle parle de toi tout le temps maintenant » continua Nena. Wesley a dit si. Wesley nous a montré ça. Tu es devenu ce grand héros à leurs yeux. Il ressentit à la fois de la fierté et de la peur à ces mots. C'est mauvais ? demanda-t-il, incertain. Nena le regarda enfin, ses yeux pleins d'émotions complexes. Ça pourrait l'être, dit-elle honnêtement. Elle t'aime bien, Wesley. Et si tu pars à nouveau, ça détruira quelque chose que j'ai mis des années à reconstruire. Il sentit le poids de ces mots le percuter comme des pierres. Il ne s'agissait pas de lui, réalisa-t-il. Il s'agissait d'elle. Des dégâts que son absence pourrait causer. Je ne pars pas, dit-il avec une conviction qui montait du plus profond de lui. Comment puis-je te croire ? demanda Nena, et il y avait une vulnérabilité dans sa voix qu'il entendait rarement. La dernière fois, tu as dit que tu serais de retour dans 4 mois. Puis tu as simplement disparu. Wesley regarda ses propres mains. Des mains qui avaient signé des contrats de plusieurs millions de dollars, serraient la main de PDG puissants, mais qui n'avaient jamais bercé ses filles bébés. J'étais une personne différente, dit-il enfin. Jeune, ambitieux, égoïste. Je pensais que le succès était tout ce qui comptait. Que l'argent compenserait tout ce que j'avais laissé derrière moi. Il marqua une pause, cherchant les mots justes. J'ai découvert que j'avais tort, et de la manière la plus dure. Nena étudia son visage longuement, comme si elle y cherchait quelque chose de spécifique. Et maintenant, demanda-t-elle. Qu'est-ce qui est différent maintenant ? Tout, répondit simplement Wesley. Je suis là pour rester, Nena. Je ne suis plus l'homme qui est parti pour une chance de succès. Je ne suis plus l'homme qui a mis le travail au-dessus de tout. Il prit une profonde inspiration. Maintenant, je suis qui j'aurais dû être depuis le début. Présent. Nena continua de le regarder, ses yeux ne quittant jamais les siens. Présent, répéta-t-elle, testant le mot. C'est facile d'être présent pendant quelques semaines, Wesley. C'est plus difficile de tenir le coup quand la nouveauté s'estompe. Quand elles tombent toutes malades de la grippe en même temps et pleurent toute la nuit. Quand elles se disputent et cassent des choses. Quand elles ont besoin d'aide pour leurs devoirs tous les jours, pas seulement quand c'est pratique. Il comprit ce qu'elle faisait. Le testait. Vérifiait s'il saisissait vraiment dans quoi il s'engageait. J'ai beaucoup à apprendre, admis. Mais je veux apprendre. Je veux être là pour tout ça. Les moments difficiles, pas seulement les faciles. Quelque chose dans le regard de Nena s'adoucit légèrement. Tu n'as pas à abandonner toute ta vie pour elle, dit-elle, le surprenant. Je sais que tu as une entreprise à diriger, des responsabilités. Je ne m'attends pas à ce que tu deviennes père à plein temps du jour au lendemain. Mais je le veux, dit Wesley avec une conviction qu'il ne savait pas posséder jusqu'à cet instant. J'ai bâti un empire qui peut fonctionner sans que je sois constamment sur leur dos. J'ai des cadres compétents, des managers, des assistants. Je travaillerai de la maison si nécessaire. Je déléguerai plus. Je ferai ce qu'il faudra. Nena regarda le ciel un instant, puis de nouveau vers lui. Ce sont tes filles, dit-elle enfin, sa voix calme et ferme. Pas seulement biologiquement. Il y a des parties de toi qui ont grandi sans toi. Et maintenant, elles te veulent dans leur vie. Wesley sentit le poids de cette vérité. Une vérité qu'il soupçonnait déjà, mais qui était maintenant ouvertement reconnue entre eux. Pas comme une accusation ou un fardeau,
mais comme une réalité qu'il fallait reconnaître avant de pouvoir avancer. Je sais, dit-il, sa voix un peu tremblante. Et le savoir m'oblige. M'oblige à être meilleur. Un silence s'installa entre eux, mais il était différent des silences tendus d'avant. Plus contemplatif, presque complice. Elle pose des questions sur toi, dit Nena après un moment. Sur qui tu es pour elle. Il est temps de leur dire la vérité, Wesley. Il sentit un frisson lui parcourir l'échine. La vérité. Les entendre l'appeler papa. C'était ce qu'il voulait le plus, mais cela le terrifiait aussi. Et s'il n'était pas à la hauteur? Et s'il les laissait tomber à nouveau? Est-ce qu'elles m'accepteront? Demanda-t-il, exposant sa vulnérabilité d'une manière qu'il n'aurait jamais faite dans d'autres circonstances. Elles le font déjà, répondit Nena avec un petit sourire. Elles ne savent juste pas encore exactement ce qu'elles acceptent. Wesley hocha la tête, assimilant le sens de ces mots. Quand? Demanda-t-il. Ce week-end, répondit Nena. Dimanche. Je prépare le déjeuner chez moi. Tu viens, et on leur dit ensemble. Comme des adultes responsables. Comme des parents. Le mot flotta entre eux, lourd de signification. Wesley sentit une vague de gratitude si intense qu'il pouvait à peine parler. Merci, murmura-t-il enfin. De m'avoir donné cette chance. Je sais que je ne la mérite pas. Ce n'est pas pour toi, répondit Nena honnêtement. C'est pour elle. Ça a toujours été pour elle. Tout ce que j'ai fait ces 5 dernières années, c'était pour elle. Je sais, dit Wesley. Et je t'en serai éternellement reconnaissant. Nena vérifia sa montre. Je dois aller les chercher chez ma mère, dit-elle en se levant. Dimanche, à midi. Ne sois pas en retard. Plus jamais, promit Wesley, conscient qu'elle comprendrait le sens plus large de ces mots. Nena commença à partir, puis s'arrêta et se retourna. Juste pour que tu saches, ma mère ne t'aime toujours pas. Wesley rit, un son surprenant à cet instant. Je ne lui en veux pas. Je ne m'aimerais pas non plus si j'étais à sa place. Elle aura besoin de temps, prévint Nena. J'ai tout le temps du monde maintenant, répondit-il. Nena hocha la tête et s'éloigna à travers le parc. Wesley resta assis, la regardant partir, ressentant un étrange mélange de peur et d'espoir. Dimanche, à 11h45, Wesley se tenait devant la porte de l'appartement 3B, tenant un petit pot avec un plan de tournesol. Il avait pensé apporter des cadeaux sophistiqués, des jouets coûteux, mais finalement, il avait choisi la simplicité. Un tournesol, pour qu'ils le plantent ensemble. Il frappa, prenant une profonde inspiration pour calmer ses nerfs. C'était surprenant comme ce moment le rendait plus anxieux que n'importe quelle réunion d'affaires ne l'avait jamais fait. Nena ouvrit la porte, vêtue d'une robe simple, les cheveux détachés. Ponctuelle, nota-t-elle avec un léger sourire. Entre. L'appartement était exactement comme il l'avait imaginé, chaleureux, organisé, mais habité. Des murs couverts de dessins d'enfants, des étagères pleines de livres, des plantes sur les rebords de fenêtres. Un vrai foyer, pas une page de magazine glacé. Les triplés étaient dans le salon, assises par terre autour de la table basse, en train de dessiner. Leurs têtes se tournèrent en même temps lorsqu'il entra. « Wesley !» s'exclama Junipé en se levant d'un bond. « Tu es venu pour le déjeuner ?» Il sourit, le cœur battant. « Oui », confirma-t-il. « Et j'ai apporté quelque chose que nous pourrons planter ensemble. » Un tournesol, nota Tessa en s'approchant pour inspecter la plante. « Ça va devenir très grand. »« Plus grand que toi ?» demanda Maisie en rejoignant ses sœurs. « Beaucoup plus grand », assura Wesley en tendant le pot à Nena. « Parfois plus grand qu'un adulte. » Les filles semblaient fascinées par l'idée. Nena posa le pot sur le rebord de la fenêtre de la cuisine et commença à apporter des plats à table. « Je peux aider ?» offrit Wesley. « Tu peux mettre la table avec les filles, » répondit-elle. « Elles savent où tout se trouve. » Les minutes suivantes se passèrent dans une sorte de danse domestique complètement nouvelle pour Wesley. Les filles lui montrèrent où se trouvaient les couverts, les verres et les serviettes. Junipé insista pour qu'il plie les serviettes d'une manière spéciale. Tessa vérifia que chaque couvert était correctement aligné. Maisie plaça une petite fleur à côté de chaque assiette. Quand tout fut prêt, ils s'assirent pour un déjeuner étonnamment normal. Nena servit des lasagnes végétariennes, que les filles dévorèrent avec enthousiasme. La conversation coula naturellement, Junipé dominant comme d'habitude, racontant des histoires sur l'école, posant des questions, riant bruyamment. Après le dessert, un simple pudding que les filles avaient aidé à faire, Nena échangea un regard entendu avec Wesley. C'était le moment. « Les filles », commença Nena, sa voix calme mais sérieuse. «
Vous vous souvenez, vous avez demandé qui était Wesley? Les trois hochèrent la tête, les yeux curieux, allant des adultes à l'autre. Et j'ai dit que nous étions amis, continua Nona. C'est vrai. Mais ce n'est pas toute la vérité. Wesley sentit son cœur battre comme un tambour dans sa poitrine. Wesley n'est pas seulement mon ami, dit Nona en choisissant soigneusement ses mots. C'est votre père. Il y eut un moment de silence absolu. Wesley observa leur visage passer de la curiosité à la surprise, puis à quelque chose de plus complexe. Notre papa, répéta Tessa, la première à retrouver sa voix. Comme le papa de Sarah, qui vit ailleurs? Oui, dit Nona. Comme celui de Sarah. Pourquoi tu ne vivais pas avec nous? Demanda Junipé directement à Wesley, son regard intense fixé sur lui. Wesley déglutit difficilement. Il avait répété cette réponse, mais maintenant, sous le regard pénétrant de sa fille, les mots semblaient insuffisants. Parce que j'ai fait une erreur, répondit-il honnêtement. Une très grosse erreur. Je suis parti travailler loin, et puis, je ne suis pas revenu quand j'aurais dû. Tu ne nous aimais pas? Demanda Maisie d'une voix petite mais claire. Je ne savais pas pour vous, dit Wesley, sentant une douleur aiguë dans sa poitrine. Quand je suis parti, je ne savais pas que votre maman vous attendait. Et plus tard, quand j'aurais dû revenir pour le savoir, je ne l'ai pas fait. C'était mon erreur. Pas la vôtre. Jamais la vôtre. Les filles semblaient assimiler cette information, chacune à sa manière. Et maintenant tu es de retour, pour toujours, demanda Junipé avec sa franchise habituelle. Oui, dit Wesley sans hésitation. Je suis de retour pour toujours. Promis, insista Tessa. Je le promets, dit-il en les regardant chacune dans les yeux. Je vous le promets à toutes les trois. Je n'étais peut-être pas là au début, mais je serai là à partir de maintenant. Toujours. Nouveau silence. Puis, à la surprise générale, Maisie se leva de sa chaise, se dirigea vers Wesley et lui tendit sa petite main. D'accord, dit-elle simplement. On peut planter le tournesol maintenant? Wesley prit la main qu'elle lui tendait, les larmes lui piquant les yeux. Bien sûr qu'on peut, répondit-il, la voix légèrement tremblante. Junipé sauta de sa chaise. Je veux aider aussi, s'exclama-t-elle. Je vais chercher l'arrosoir. Tessa se leva plus calmement, mais ses yeux pétillaient. Je vais chercher les gants de jardinage, déclara-t-elle, toujours pratique. Nous en avons à ta taille aussi, papa. Le mot frappa Wesley comme un éclair. Papa. Si simple, si puissant. Il regarda Nona, qui observait la scène, les yeux brillants. Merci, lui murmura-t-il silencieusement. Nona hocha simplement la tête, s'autorisant un petit sourire, tandis que les filles se précipitaient pour rassembler ce dont elles avaient besoin pour planter le tournesol. Wesley resta assis, essayant d'absorber l'énormité du moment. Il était entré dans cet appartement comme un étranger, un visiteur. Il en repartirait comme un père. Le poids de cette vérité était immense. Mais pour la première fois de sa vie, c'était un poids qu'il ne voulait pas déposer. Un poids qui l'ancrait, lui donnait un sens, le complétait. Maintenant, il savait. Et savoir l'obligeait. L'obligeait à être le père que ses filles méritaient. À ne plus jamais fuir. À ne plus jamais mettre le travail avant la famille. À ne plus jamais choisir la voie facile. Cela l'obligeait à être meilleur, chaque jour. Pour elle, pour Nona. Et finalement, pour lui-même. 2 mois s'étaient écoulés depuis que Wesley faisait officiellement partie de la vie des triplés en tant que leur père. 2 mois de dîners partagés, de week-ends remplis d'activités et de séances de lecture avant le coucher. 2 mois d'apprentissage constant, de petits ajustements et de découvertes quotidiennes. Les filles s'étaient adaptées à la nouvelle réalité avec l'impressionnante flexibilité des enfants. Pour elles, il semblait naturel que l'homme qui jouait dans le parc fasse désormais partie de leur quotidien. Wesley était maintenant « papa », un mot qui lui étranglait encore la gorge chaque fois qu'il l'entendait. Nona et lui avaient établi une routine qui fonctionnait étonnamment bien. Chaque dimanche, le déjeuner était chez elle. Chaque mercredi, le dîner était dans son pantouse. Les autres jours étaient décidés au besoin. Ils ne vivaient pas ensemble, ni ne prévoyaient de le faire dans un avenir proche. Ils reconstruisaient une relation de coparentalité avant toute autre chose. Ce dimanche après-midi, Wesley arriva à l'appartement de Nona avec 3 petits télescopes. La météo promettait un ciel dégagé, et il prévoyait d'emmener les filles sur le toit de l'immeuble pour observer les étoiles. Il frappa, entendant le bavardage excité de ses filles de l'autre côté. Quand la porte s'ouvrit, cependant, ce ne fut ni Nona ni l'une des filles qui l'accueillit. Au lieu de cela,
il se retrouva face à face avec une femme d'environ 60 ans, les cheveux gris coupés en un carré sévère, ses yeux perçants l'évaluant froidement. « Alors, c'est vous, dit-elle, son ton contenant plus de jugement que de curiosité. Wesley déglutit difficilement, la reconnaissant instantanément. Evelyn Lawson. La mère de Nena. La grand-mère des triplés. La femme qui, selon Nena, aurait besoin de beaucoup de temps pour l'accepter. Madame Lawson, la salua-t-il en tendant la main. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Evelyn dévisagea sa main tendue comme si elle pouvait être contagieuse, mais après un instant d'hésitation, elle lui serra brièvement la main. Entrez, dit-elle en reculant de la porte. Nena a presque fini de préparer le déjeuner. Les filles sont dans le salon. La tension dans l'air était palpable alors que Wesley entrait. Les triplés coururent vers lui, ravis des télescopes qu'ils portaient, mais même leur énergie habituelle semblait atténuée sous le regard vigilant de leur grand-mère. « Papa, mamie est venue déjeuner avec nous », annonça Junipé. « C'est super », répondit Wesley en souriant à Evelyn, qui ne lui rendit pas son sourire. « C'est toujours agréable de rencontrer la famille. » Une partie de la famille, corrigea Evelyn, précisant qu'il ne se qualifiait pas encore à ses yeux. Nena apparut de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Ses yeux allèrent de Wesley à sa mère, percevant immédiatement l'attention. « Alors, vous vous êtes rencontrés » dit-elle. « Maman, pourquoi n'emmènes-tu pas les filles se laver les mains? Le déjeuner est presque prêt. » Evelyn hocha la tête et guida ses petites filles vers la salle de bain, non sans jeter un autre regard critique à Wesley. « Je suis désolée, chuchota Nena une fois qu'ils furent seuls. Elle est arrivée à l'improviste. Je n'ai pas eu le temps de te prévenir. C'est bon, répondit Wesley, bien qu'ils sussent tous les deux que ce n'était pas tout à fait vrai. Elle a parfaitement le droit d'être protectrice. Le déjeuner fut un équilibre délicat entre la joie naturelle des enfants et l'hostilité silencieuse d'Evelyn. Les triplés, inconscientes des tensions adultes, bavardaient sans arrêt sur l'école, les télescopes, tout ce qui leur passait par la tête. Wesley répondait avec enthousiasme, pleinement conscient des yeux d'Evelyn sur lui à tout moment. Après le dessert, Nena suggéra que les filles montrent à Evelyn les nouveaux livres que Wesley avait achetés. « En fait, dit Evelyn en posant sa serviette sur la table, j'aimerais parler à Wesley. Seule. » Nena regarda sa mère avec appréhension. « Maman. » « Tout va bien, Nena, la rassura Wesley. « Ça ne me dérange pas. » Nena hésita, puis hocha la tête. « Les filles, venez m'aider à préparer la table pour le café. » Une fois seuls, Evelyn et Wesley se regardèrent longuement. Il attendit, sachant qu'elle avait quelque chose de précis à dire. « Vous avez une famille adorable ici, » dit enfin Evelyn, son ton contredisant la douceur de ses mots. « Sa famille. Que vous avez abandonnée quand ils avaient le plus besoin de vous. » Wesley ne tenta pas de se défendre. C'était la vérité. « Je sais, » répondit-il simplement. « Le savez-vous vraiment » insista-t-elle en se penchant légèrement en avant. « Savez-vous ce que c'est que de tenir la main de votre fille pendant qu'elle met au monde 3 bébés prématurés? De la regarder pleurer tous les soirs parce qu'elle est terrifiée et seule? De voir de petits enfants grandir sans père parce qu'il était trop occupé à bâtir son empire? » Chaque mot était un couteau, précisément pointé. Wesley ressentit chacun d'eux, mais il garda les yeux sur les siens. « Non, admit honnêtement. Je ne le sais pas. Et je ne le saurai jamais. Parce que ce temps est révolu. » Evelyn parut légèrement décontenancée par sa réponse. Peut-être s'attendait-elle à de la défense, des excuses, des regrets. « Vous avez disparu quand elle avait le plus besoin de vous, » continua Evelyn, sa voix plus basse mais non moins intense. « Quand elle a versé le plus de larmes, eu le plus de doutes, ressenti le plus de peur. » Vous avez absolument raison, acquiesça Wesley. Et il n'y a rien que je puisse faire pour changer le passé. Tout ce que je peux faire, c'est être ici maintenant. Et à l'avenir. Evelyn l'étudia, comme si elle cherchait la tromperie dans ses mots. Les gens ne changent pas, Monsieur Cole, dit-elle enfin. Pas vraiment. Au fond, nous restons qui nous avons toujours été. Je ne suis pas d'accord, répondit Wesley, gardant un ton respectueux mais ferme. Les gens peuvent changer. Quand quelque chose les secoue jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Pour moi, c'était de voir mes filles pour la première fois. De réaliser que j'avais manqué 5 ans que je ne pourrais jamais rattraper. De comprendre ce qui compte vraiment. Avant qu'Evelyn ne puisse répondre, Nena revint dans la pièce avec les filles. Elle regarda de sa mère à Wesley, sentant la tension. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, son ton indiquant clairement qu'elle était prête à intervenir si nécessaire. Evelyn se tourna vers sa fille. «
Nous mettions juste quelques cartes sur table, répondit-elle. Nona jeta un coup d'œil à Wesley, qui lui fit un subtil signe de tête indiquant que c'était sous contrôle. Maman, dit Nona, sa voix étonnamment ferme. Je sais que tu veux me protéger les filles. Mais cette fois, c'est moi qui décide s'il reste. Et je le laisse rester. Evelyn fixa sa fille longuement, puis reporta son regard sur Wesley. J'espère sincèrement que vous me prouverez que j'ai tort, dit-elle, bien que son ton suggéra qu'elle n'en était pas convaincue. Je l'espère aussi, Madame Lawson, répondit calmement Wesley. Les triplés, sentant que quelque chose d'important se passait, se rapprochèrent de leurs parents. Junipé, toujours la plus courageuse, s'avança. Mamie, ne sois pas fâchée contre papa, plaida-t-elle, sa petite voix résolue. Il fait de très bonnes crêpes. La simplicité de la logique enfantine brisa une partie de la tension. Le coin de la bouche d'Evelyn faillit tressaillir en un sourire. Des crêpes, hein, demanda-t-elle en regardant sa petite fille. Oui, avec des fruits dedans, confirma Tessa, intervenant. Et il ne met pas trop de sirop, comme maman, ajouta Maisie, remarquant toujours les détails. Evelyn regarda ses 3 petites filles, puis sa fille, et enfin Wesley. Elle resta le visage sévère, les yeux toujours pleins de suspicion, mais il y avait quelque chose de nouveau maintenant. Une petite fissure dans son mur. Une infime lueur de possibilité. On verra, dit-elle enfin. Ce n'était pas l'acceptation, ce n'était pas le pardon, mais c'était un espace pour qu'il fasse ses preuves. Un chemin étroit, périlleux, mais un chemin. Et pour l'instant, c'était suffisant. Wesley avait transformé le bureau de son pantouse en un espace pour les filles. Meubles au ton pastel, étagères remplies de livres et de jouets, un grand tableau magnétique au mur pour qu'elle dessine. L'endroit idéal pour les week-ends où elle restait avec lui. Ce samedi ensoleillé, les triplés jouaient sur la spacieuse terrasse du pantouse. Wesley avait installé une table avec des peintures, des pinceaux et de grandes feuilles de papier. Il observait, fasciné par la façon dont chaque fille abordait la tâche, si différemment. Junipé peignait avec des mouvements rapides et amples, des couleurs vibrantes se répandant sur le papier, débordant parfois sur la table. Ses cheveux avaient des mèches violettes là où ses doigts les avaient distraitement touchés. Elle fredonnait en travaillant, s'arrêtant occasionnellement pour montrer un détail ou demander un avis. « Regarde papa, j'ai fait une licorne arc-en-ciel », s'exclama-t-elle en brandissant la feuille pour qu'il la voie. « C'est la licorne la plus colorée que j'ai jamais vue », dit Wesley en souriant à l'éclaboussure vive de couleurs qui ressemblait vaguement à un animal. « J'adore comment tu as utilisé toutes ces couleurs ensemble. » Junipé rayonna et retourna à sa peinture avec un enthousiasme renouvelé. À côté d'elle, Tessa travaillait avec une concentration intense, le bout de la langue sortant du coin de la bouche. Son papier était divisé en sections précises, chacune contenant un élément différent. Un soleil dans un coin, des nuages parfaitement espacés, une maison aux fenêtres symétriques. « Ça a l'air très organisé, Tessa », commenta Wesley en s'approchant. « J'aime comment tu as tout planifié. » Tessa hocha la tête sans lever les yeux, concentrée sur l'ajustement du toit de la maison pour qu'il soit parfait. À l'extrémité opposée de la table, Maisie travaillait en silence. Son papier ne montrait que quelques lignes, apparemment aléatoires à première vue, mais qui, en y regardant de plus près, révélaient une esquisse abstraite d'un visage. C'était étonnamment sophistiqué pour un enfant si jeune. Wesley l'étudia un instant, attiré par l'expressivité des simples lignes. « Maisie, c'est incroyable, » dit-il, sincèrement impressionné. « Tu as un vrai talent. Tu as capturé tellement d'émotions en quelques lignes seulement. » Les yeux de Maisie s'illuminèrent à ce compliment, un petit sourire apparaissant sur ses lèvres alors qu'elle continuait d'ajouter quelques traits au dessin. « C'est le visage de qui ?» demanda Wesley, curieux. Maisie le regarda avec ses yeux qui semblaient voir bien plus qu'il ne le devait. « C'est toi » répondit-elle simplement. Wesley sentit son cœur se serrer. Maintenant, il voyait ce qui aurait dû être évident. La mâchoire forte, la forme des yeux, même la petite cicatrice près de son sourcil. « C'est parfait, » dit-il, la voix mal assurée. « Je peux l'accrocher dans mon bureau quand tu auras fini ?» Maisie hocha la tête, l'air satisfait, et retourna à son travail. Wesley recula légèrement, les observant toutes les trois, si différentes, si uniques malgré leurs traits similaires. C'est alors qu'il remarqua que Tessa avait cessé de peindre et le regardait avec une expression qu'il n'avait jamais vue sur elle auparavant. Ses yeux étaient plissés, ses lèvres serrées en une fine ligne. « Tessa, ça va ?» demanda-t-il en se rapprochant. Elle jeta son pinceau sur la table, maculant la peinture soigneusement construite. « Tu fais toujours des compliments à Maisie », éclata-t-elle, la voix tremblante d'émotion.
tellement de talent, tellement incroyable. Et tu ne joues qu'avec Junipé, tellement amusant, tellement drôle. Wesley eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Il vit des larmes se former dans les yeux de sa fille, des larmes qu'elle essayait désespérément de retenir. Et moi, continua Tessa, les mots se bousculant. Je suis juste organisé. C'est tout. Je ne suis jamais spécial. Les deux autres s'arrêtèrent, observant avec des expressions de surprise. Junipé semblait confuse, mais y inquiète. Wesley sentit une torsion dans sa poitrine, une douleur physique face à la peine évidente sur le visage de Tessa. Il s'agenouilla à côté d'elle, cherchant les mots justes. C'était un territoire inconnu. Aucun de ses livres sur la parentalité ne l'avait préparé à cela. « Je peux te faire un câlin » demanda-t-il doucement. Tessa hésita, puis hocha la tête, très légèrement. Wesley l'enlaça, sentant son petit corps se détendre progressivement contre lui. Quand il se retira, il vit qu'elle luttait toujours contre les larmes. « Je suis tellement désolé, Tessa, dit-il, mettant toute sa sincérité dans ses mots. Vraiment. Tu as raison. La surprise sur son visage était claire. Elle s'attendait à un déni, pas à un accord. J'ai prêté plus d'attention aux choses brillantes et bruyantes, continua-t-il. Les éclats de couleur de Junipé, les idées inattendues de Mésie. Et j'ai oublié de donner la même valeur à ce qui est stable, fiable et profond. Wesley ramassa sa peinture, l'étudiant avec un nouveau respect. Ton organisation, ce n'est pas juste de l'organisation. C'est ton esprit incroyable à l'œuvre, planifiant, créant de l'ordre à partir du chaos. C'est comme ça que tu penses, comme ça que tu vois le monde. C'est un super pouvoir, Tessa. Et j'ai été un idiot de ne pas le remarquer plus tôt. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'elle assimilait ces mots. Je promets que je ferai mieux, jura Wesley. Parce que vous aimez toutes les trois, ça ne veut pas dire distribuer des compliments ou de l'attention de manière égale. Ça veut dire voir chacune de vous pour qui vous êtes vraiment. Écoutez ce dont chacune de vous a besoin. Il regarda les trois filles, les incluant dans ses prochains mots. Vous êtes peut-être des triplés, mais vous êtes trois personnes différentes, avec trois cœurs différents. Et mon travail, en tant que votre père, c'est d'apprendre à connaître chacune d'entre vous. Tessa l'étudia attentivement, jaugeant la sincérité de son visage. Après un moment, elle fit un petit signe de tête d'acceptation qui signifiait tout. « Je peux te montrer autre chose que j'ai fait » demanda-t-elle timidement. « Bien sûr » dit Wesley en s'asseyant à côté d'elle. Tessa ouvrit son sac à dos et en sortit un carnet méticuleusement organisé. À l'intérieur se trouvaient des listes, des calendriers, des plans détaillés. « J'aime organiser les choses » expliqua-t-elle. « Je fais des plans pour tout. » Wesley feuilleta les pages, impressionné par le détail et le soin. Il y avait un plan pour la fête d'anniversaire des triplés, encore dans des mois, une liste de cadeaux qu'elle voulait offrir à sa mère et à ses sœurs pour Noël, une carte du zoo avec l'itinéraire le plus efficace pour voir tous les animaux. « C'est extraordinaire, Tessa, dit-il, sincèrement émerveillé. Ton esprit fonctionne d'une manière que le mien ne pourrait jamais. Tu vois des schémas, tu construis des structures. C'est un talent incroyable. » Son visage s'illumina d'un sourire qui fit gonfler le cœur de Wesley. « Je peux t'aider à organiser des trucs, offrit-elle. Si tu veux. » J'adorerais ça, répondit Wesley honnêtement. En fait, j'ai un projet qui a désespérément besoin de quelqu'un avec tes compétences. Ce soir-là, quand Nena vint chercher les filles, elle trouva Wesley et Tessa étendus à la table de la salle à manger, triant des photos et des souvenirs pour un grand album. « Qu'est-ce que vous faites tous les deux » demanda Nena, curieuse. « Nous organisons des souvenirs, dit fièrement Tessa. Pour rattraper le temps perdu. » Nena regarda Wesley, qui lui adressa un sourire mêlé de tristesse et d'espoir. « Tessa m'apprend à mettre de l'ordre dans le chaos, dit-il. Quelque chose dont j'ai clairement besoin. » Plus tard, après le départ des filles, Wesley s'assit seul, revoyant le travail que Tessa et lui avaient commencé. Un album où chaque page était réservée à de futures photos, placées à côté d'anciennes photos de Nena enceinte, des nouveau-nés à l'hôpital, des premiers anniversaires, des premiers mots. Des moments dont il n'avait pas été témoin, mais que Tessa l'aidait à découvrir, à organiser et à comprendre. Il réalisa alors qu'être père, ce n'était pas seulement aimer ses filles. C'était apprendre à aimer chacune d'elles de la manière dont elle en avait besoin. Wesley avait transformé le bureau de son pantouse en un espace pour les filles. Meubles au ton pastel, étagères remplies de livres et de jouets, un grand tableau magnétique au mur pour qu'elle dessine. L'endroit idéal pour les week-ends où elle restait avec lui. Ce samedi ensoleillé,
les triplés jouaient sur la spacieuse terrasse du Penthouse. Wesley avait installé une table avec des peintures, des pinceaux et de grandes feuilles de papier. Il observait, fasciné par la façon dont chaque fille abordait la tâche, si différemment. Junipé peignait avec des mouvements rapides et amples, des couleurs vibrantes se répandant sur le papier, débordant parfois sur la table. Ses cheveux avaient des mèches violettes là où ses doigts les avaient distraitement touchés. Elle fredonnait en travaillant, s'arrêtant occasionnellement pour montrer un détail ou demander un avis. « Regarde papa, j'ai fait une licorne arc-en-ciel », s'exclama-t-elle en brandissant la feuille pour qu'il la voie. « C'est la licorne la plus colorée que j'ai jamais vue », dit Wesley en souriant à l'éclaboussure vive de couleurs qui ressemblait vaguement à un animal. « J'adore comment tu as utilisé toutes ces couleurs ensemble. » Junipé rayonna et retourna à sa peinture avec un enthousiasme renouvelé. À côté d'elle, Tessa travaillait avec une concentration intense, le bout de la langue sortant du coin de la bouche. Son papier était divisé en sections précises, chacune contenant un élément différent. Un soleil dans un coin, des nuages parfaitement espacés, une maison aux fenêtres symétriques. « Ça a l'air très organisé, Tessa », commenta Wesley en s'approchant. « J'aime comment tu as tout planifié. » Tessa hocha la tête sans lever les yeux, concentrée sur l'ajustement du toit de la maison pour qu'il soit parfait. À l'extrémité opposée de la table, Maisie travaillait en silence. Son papier ne montrait que quelques lignes, apparemment aléatoires à première vue, mais qui, en y regardant de plus près, révélaient une esquisse abstraite d'un visage. C'était étonnamment sophistiqué pour un enfant si jeune. Wesley l'étudia un instant, attiré par l'expressivité des simples lignes. « Maisie, c'est incroyable », dit-il, sincèrement impressionné. « Tu as un vrai talent. Tu as capturé tellement d'émotions en quelques lignes seulement. » Les yeux de Maisie s'illuminèrent à ce compliment, un petit sourire apparaissant sur ses lèvres alors qu'elle continuait d'ajouter quelques traits au dessin. « C'est le visage de qui ?» demanda Wesley, curieux. Maisie le regarda avec ses yeux qui semblaient voir bien plus qu'il ne le devait. « C'est toi » répondit-elle simplement. Wesley sentit son cœur se serrer. Maintenant, il voyait ce qui aurait dû être évident, la mâchoire forte, la forme des yeux, même la petite cicatrice près de son sourcil. « C'est parfait » dit-il, la voix mal assurée. « Je peux l'accrocher dans mon bureau quand tu auras fini ?» Maisie hocha la tête, l'air satisfait, et retourna à son travail. Wesley recula légèrement, les observant toutes les trois, si différentes, si uniques malgré leurs traits similaires. C'est alors qu'il remarqua que Tessa avait cessé de peindre et le regardait avec une expression qu'il n'avait jamais vue sur elle auparavant. Ses yeux étaient plissés, ses lèvres serrées en une fine ligne. « Tessa, ça va ?» demanda-t-il en se rapprochant. Elle jeta son pinceau sur la table, maculant la peinture soigneusement construite. « Tu fais toujours des compliments à Maisie », éclata-t-elle, la voix tremblante d'émotion. « Tellement de talent, tellement incroyable. Et tu ne joues qu'avec Junipé, tellement amusant, tellement drôle. » Wesley eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Il vit des larmes se former dans les yeux de sa fille, des larmes qu'elle essayait désespérément de retenir. « Et moi ?» continua Tessa, les mots se bousculant. « Je suis juste organisée. C'est tout. Je ne suis jamais spéciale. » Les deux autres s'arrêtèrent, observant avec des expressions de surprise. Junipé semblait confuse, mais y inquiète. Wesley sentit une torsion dans sa poitrine, une douleur physique face à la peine évidente sur le visage de Tessa. Il s'agenouilla à côté d'elle, cherchant les mots justes. C'était un territoire inconnu. Aucun de ses livres sur la parentalité ne l'avait préparé à cela. « Je peux te faire un câlin ?» demanda-t-il doucement. Tessa hésita, puis hocha la tête, très légèrement. Wesley l'enlaça, sentant son petit corps se détendre progressivement contre lui. Quand il se retira, il vit qu'elle luttait toujours contre les larmes. « Je suis tellement désolé, Tessa, » dit-il, mettant toute sa sincérité dans ses mots. « Vraiment. Tu as raison. » La surprise sur son visage était claire. Elle s'attendait à un déni, pas à un accord. « J'ai prêté plus d'attention aux choses brillantes et bruyantes », continua-t-il. Les éclats de couleur de Junipé, les idées inattendues de Maisie. Et j'ai oublié de donner la même valeur à ce qui est stable, fiable et profond. Wesley ramassa sa peinture, l'étudiant avec un nouveau respect. Ton organisation, ce n'est pas juste de l'organisation. C'est ton esprit incroyable à l'œuvre, planifiant, créant de l'ordre à partir du chaos. C'est comme ça que tu penses, comme ça que tu vois le monde. C'est un super pouvoir, Tessa. Et j'ai été un idiot de ne pas le remarquer plus tôt. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'elle assimilait ces mots.
Je promets que je ferai mieux, jura Wesley. Parce que vous aimez toutes les trois, ça ne veut pas dire distribuer des compliments ou de l'attention de manière égale. Ça veut dire voir chacune de vous pour qui vous êtes vraiment. Écoutez ce dont chacune de vous a besoin. Il regarda les trois filles, les incluant dans ses prochains mots. Vous êtes peut-être des triplés, mais vous êtes trois personnes différentes, avec trois cœurs différents. Et mon travail, en tant que votre père, c'est d'apprendre à connaître chacune d'entre vous. Tessa l'étudia attentivement, jaugeant la sincérité de son visage. Après un moment, elle fit un petit signe de tête d'acceptation qui signifiait tout. « Je peux te montrer autre chose que j'ai fait ?» demanda-t-elle timidement. « Bien sûr », dit Wesley en s'asseyant à côté d'elle. Tessa ouvrit son sac à dos et en sortit un carnet méticuleusement organisé. À l'intérieur se trouvaient des listes, des calendriers, des plans détaillés. « J'aime organiser les choses », expliqua-t-elle. « Je fais des plans pour tout. » Wesley feuilleta les pages, impressionné par le détail et le soin. Il y avait un plan pour la fête d'anniversaire des triplés, encore dans des mois, une liste de cadeaux qu'elle voulait offrir à sa mère et à ses sœurs pour Noël, une carte du zoo avec l'itinéraire le plus efficace pour voir tous les animaux. « C'est extraordinaire, Tessa, » dit-il, sincèrement émerveillé. « Ton esprit fonctionne d'une manière que le mien ne pourrait jamais. Tu vois des schémas, tu construis des structures. C'est un talent incroyable. » Son visage s'illumina d'un sourire qui fit gonfler le cœur de Wesley. « Je peux t'aider à organiser des trucs, » offrit-elle. « Si tu veux. » « J'adorerais ça, » répondit Wesley honnêtement. « En fait, j'ai un projet qui a désespérément besoin de quelqu'un avec tes compétences. » Ce soir-là, quand Nona vint chercher les filles, elle trouva Wesley et Tessa étendus à la table de la salle à manger, triant des photos et des souvenirs pour un grand album. « Qu'est-ce que vous faites tous les deux ?» demanda Nona, curieuse. « Nous organisons des souvenirs, » dit fièrement Tessa. « Pour rattraper le temps perdu. » Nona regarda Wesley, qui lui adressa un sourire mêlé de tristesse et d'espoir. « Tessa m'apprend à mettre de l'ordre dans le chaos, » dit-il. « Quelque chose dont j'ai clairement besoin. » Plus tard, après le départ des filles, Wesley s'assit seul, revoyant le travail que Tessa et lui avaient commencé. Un album où chaque page était réservée à de futures photos, placées à côté d'anciennes photos de Nona enceinte, des nouveau-nés à l'hôpital, des premiers anniversaires, des premiers mots. Des moments dont il n'avait pas été témoin, mais que Tessa l'aidait à découvrir, à organiser et à comprendre. Il réalisa alors qu'être père, ce n'était pas seulement aimer ses filles. C'était apprendre à aimer chacune d'elles de la manière dont elle en avait besoin. L'odeur de cannelle et de beurre fondu emplissait la cuisine de Nona. C'était un dimanche spécial, marquant près de 6 mois depuis que Wesley était rentré dans leur vie. 6 mois d'ajustement, de leçons, de petites victoires et de quelques trébuchements inévitables. « Plus de farine !» s'écria Junipé en pointant la pâte que Wesley essayait de remuer. « Elle est trop liquide. » La cuisine ressemblait à un champ de bataille culinaire. Wesley avait de la farine dans les cheveux, Junipé avait l'air d'avoir une barbe de Père Noël improvisée, Tessa mesurait les ingrédients avec la précision d'une jeune scientifique, et Maisie observait tout attentivement, responsable de l'extrait de vanille. « Tu es sûr ?» demanda Wesley en examinant le mélange suspectement liquide. « La recette dit qu'elle doit être un peu liquide. »« Pas si liquide que ça, » rétorqua Tessa. « C'est pratiquement de la soupe. » Wesley rit en ajoutant plus de farine au mélange. Les crêpes du dimanche étaient devenues une tradition les matins où les filles passaient chez lui. Cette fois, cependant, il avait dormi chez Nona, sur le canapé du salon. La sonnette interrompit ses pensées. « J'y vais !» cria Junipé en courant vers la porte. Nona, qui mettait la table dans le salon, l'intercepta. « J'y vais, ma chérie. Continue d'aider papa. » Quelques instants plus tard, la voix inimitable d'Evelyn résonna dans la maison. « J'ai apporté ces muffins que tu aimes. » Wesley sentit une légère tension s'installer. Les visites d'Evelyn étaient encore des tests hebdomadaires en quelque sorte. L'hostilité ouverte avait diminué, mais l'acceptation complète restait un rivage lointain. Les triplés coururent embrasser leur grand-mère, décorant généreusement ses vêtements impeccables de farine. Au crédit d'Evelyn, elle ne sembla pas s'en soucier. « Mamie, on fait des crêpes », annonça Junipé en la tirant par la main. « Viens voir. » Dans la cuisine, Wesley attendait, essayant de ne pas paraître trop mal à l'aise. « Bonjour, Madame Lawson », la salua-t-il poliment. « Evelyn », corrigea-t-elle, le surprenant. « Si nous devons nous voir toutes les semaines, vous pouvez m'appeler Evelyn. » C'était une petite concession, mais significative. Wesley hocha simplement la tête,
ne faisant pas confiance à sa voix pour répondre pleinement. Ces crêpes ont l'air intéressantes, remarqua-t-elle en examinant la pâte liquide. Nous perfectionnons encore la technique, dit Wesley en retournant une crêpe qui se transforma rapidement en une masse informe dans la poêle. Et la recette aussi, ajouta Tessa avec un sérieux comique. Evelyn s'approcha, analysant la situation d'un œil exercé. C'est trop liquide, observa-t-elle. Et le feu est beaucoup trop fort. Les crêpes ont besoin d'un feu moyen doux. Elle tendit la main, un geste de quelqu'un habitué à prendre les choses en main. Puis-je ? Dans les minutes qui suivirent, Evelyn prit les commandes avec l'efficacité d'un sergent instructeur. Elle ajouta plus de farine, un peu de levure chimique que Wesley avait complètement oublié, baissa le feu et produisit bientôt de parfaits cercles dorés. Maintenant, essayez, dit-elle en lui tendant la spatule. La tentative suivante de Wesley n'était pas parfaite, mais c'était indéniablement une crêpe. Mieux, concéda-t-elle avec un léger signe de tête. Après le petit déjeuner, les filles annoncèrent qu'elles avaient une surprise. Elles traînèrent des chaises et des oreillers dans le salon, créant une scène improvisée. « Vous pouvez vous asseoir », déclara Junipé. « Le spectacle va commencer. » Tessa, toujours l'organisatrice, s'avança lorsque tout le monde fut assis. « Notre présentation s'appelle Notre famille », annonça-t-elle solennellement. « C'est un projet scolaire sur qui vit dans nos cœurs. » Wesley sentit sa poitrine se serrer. À côté de lui, Nena se redressa, tout aussi intriguée. Junipé sauta devant, brandissant un dessin coloré. « Je commence. Voici maman. » Le papier montrait Nena avec un grand sourire et des cheveux foncés. Elle prend soin de nous, fait de la nourriture délicieuse et nous laisse dormir dans son lit quand il y a du tonnerre. Tessa suivit avec une image méticuleusement colorée. Voici mamie Evelyn. Elle fait des muffins, raconte des histoires de quand maman était petite et apporte toujours des cadeaux quand elle vient nous voir. Wesley vit le visage d'Evelyn s'adoucir, ses yeux brillant d'une émotion contenue. Maisie s'avança ensuite, tenant son dessin à deux mains. Voici papa, dit-elle doucement mais clairement. Il est revenu vers nous. Il fait des crêpes bizarres, raconte des blagues idiotes et nous emmène voir les étoiles. Wesley déglutit difficilement, regardant le dessin montrant une grande silhouette avec un immense sourire. Il sentit la main de Nena frôler brièvement la sienne, un instant de compréhension mutuelle. Finalement, toutes les trois brandirent une grande feuille sur laquelle elles avaient manifestement travaillé ensemble. Elle montrait une maison avec 4 cœurs à l'intérieur, 3 petits, un plus grand, et 4 silhouettes se tenant la main. « Et voici notre famille », annoncèrent-elles à l'unisson. Un moment de silence ému suivit. Nena fut la première à se ressaisir, se levant pour applaudir. Wesley et Evelyn se joignirent à elle. « Nous avons des cadeaux », s'exclama Junipé en courant vers la chambre. Elles donnèrent à Wesley un dessin spécial, 4 cœurs à l'intérieur d'une petite maison. Au dos, chaque fille avait imprimé son nom d'une écriture mal assurée. « Tu peux l'emmener au travail », expliqua Tessa. « Comme ça, tu te souviendras de nous quand tu seras parti. » Wesley serra les trois dans ses bras, perdant ses mots. La matinée se déroula en une série de petits moments. Après le déjeuner, quand ce fut l'heure de la sieste dominicale des filles, Evelyn s'approcha de Wesley dans la cuisine où il finissait la vaisselle. Un instant, elle l'observa en silence. Autrefois, elle serait partie avec un bref au revoir. Cette fois, elle s'approcha du comptoir. « Vous faites encore des erreurs, » dit-elle enfin, son ton dénué de sa dureté habituelle. « Mais maintenant, vous restez pour les réparer. » Wesley arrêta ce qu'il faisait, rencontrant son regard. C'était la chose la plus proche d'une approbation qu'il ait jamais reçue d'elle. Pas une étreinte chaleureuse ni un accueil dans la famille, mais quelque chose de plus profond. Une reconnaissance de sa persévérance, de sa volonté d'apprendre, de s'améliorer, de rester. « Merci », dit-il simplement. « Dimanche prochain, je peux vous apprendre la vraie recette des crêpes, » offrit-elle en ajustant son foulard. « Si vous voulez. J'aimerais beaucoup ça. » Après le départ d'Evelyn et une brève sortie de Nena pour un rendez-vous client, Wesley s'assit sur le canapé, feuilletant un magazine. Il entendit des pas légers et vit Maisie entrer, se frottant les yeux ensommeillés. Sans un mot, elle grimpa sur le canapé et se blottit contre lui, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Tu n'arrivais pas à dormir ?» demanda-t-il doucement. « J'ai rêvé d'étoiles » murmura-t-elle en bâillant. Wesley passa son bras autour d'elle, émerveillé par la confiance naturelle de l'enfant. C'était l'un de ces moments qui le prenaient encore par surprise, la proximité désinvolte, l'acceptation complète que seuls les enfants offrent.
Quelques minutes plus tard, alors que Maisie se rendormait, elle ouvrit brièvement les yeux. « Maman ne pleure plus », chuchota-t-elle avec cette clarté saisissante qu'elle avait parfois. Wesley sentit un nœud dans sa gorge. « Moi non plus », lui chuchota-t-il en retour. Maisie sourit avant de retourner à son sommeil. Wesley resta immobile, s'imprégnant de la chaleur de ce petit corps et du lien qui leur avait été refusé à tous les deux pendant si longtemps. Quand Nena revint, elle les trouva ainsi, Wesley sur le canapé, Maisie endormie sur ses genoux, un air de paix sur son visage qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Leurs regards se croisèrent. Nena ne dit rien, mais ses épaules se détendirent d'une tension qu'elle avait peut-être portée pendant des années. Et enfin, elle sourit. Pas seulement avec ses lèvres, mais avec tout son être. Un sourire qui partait de ses épaules et roulait à travers elle comme une vague de soulagement. Wesley n'était plus l'homme qui était parti, celui qui mettait le succès en premier. Il était devenu le père qui restait, le père qui apprenait quotidiennement, le père qui faisait des crêpes imparfaites, des tresses maladroites, oubliait les noms des poupées, mais qui était là, chaque jour. Il n'était pas devenu père le jour où il avait appris leur existence. Il était devenu père le jour où il avait choisi d'aimer et de rester. Quand il avait compris que le véritable engagement réside dans les petits gestes quotidiens, dans la constance qui bâtit la confiance pas à pas, dans un amour qui, une fois qu'il trouve un terrain fertile, enfonce ses racines plus profondément chaque jour qui passe. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.